Quelques remarques à partir des travaux du philosophe Giorgio Agamben sur sa remarque à propos de la prolifération des dispositifs et son analyse critique de cette prolifération. Avec ce qu'il proposait, lui, donc, de créer, d'arriver à remettre en travail peut-être une fabrication d'utopie. Pourquoi pas, ça rejoint un des textes sur lesquels, depuis lesquels Pascal Macari et Mireille avaient travaillé la semaine dernière, qui terminait aussi sur ce point-là, comme quoi ça serait peut-être une chance pour la culture de remettre sur le métier la fabrication d'utopie, comme finalement une proposition de dispositif qui ne serait pas là surtout pour faire disparaître la subjectivité. La critique, l'analyse que fait Agamben du monde contemporain, c'est ça. C'est vraiment une fabrication incessante de dispositifs dans lesquels les sujets sont censés s'inscrire, sauf que ça devient davantage des dispositifs qui disent où les sujets doivent s'inscrire, plutôt que des sujets qui vont réussir à mettre quelque chose d'eux dans un dispositif. On voit que ce que Agamben va appeler subjectivité dans ces dispositifs-là, ce monde capitaliste, ça ne sera pas finalement ce qu'on peut attendre d'une subjectivité comme l'expression singulière d'un individu ou autre. J'avais illustré ça la dernière fois juste avec la façon dont Parcoursup est construit finalement, où on va demander aux étudiants, aux futurs étudiants de faire un petit choix, sans hiérarchisation. Jusqu'à présent, à la rigueur sur APB, ils pouvaient faire quelques choix, il n'y en avait pas 10, il y en avait 3. Mais au moins, ils pouvaient les classer et dire lequel ils préfèrent. Là, maintenant, c'est 10 choix et puis ils iront là où les dispositifs doivent prendre de la place. Donc, juste pour reprendre un petit peu cette pensée d'Agamben, en fait, son travail à lui est parti de l'étude de ce qu'il appelle l'homo sacer. L'homo sacer, c'est le nom qu'il donne à l'être humain contemporain, et il appuie cette proposition sur l'homo sacer du droit romain. Donc, dans le droit romain, l'homo sacer est une personne qui est déclarée exclue. Quand je dis ça, essayez de lire en même temps qu'est-ce qui peut advenir des étudiants ou des bacheliers qui tenteraient une inscription à l'université et qui ne trouveraient pas de place. C'est dans ces conditions-là qu'on peut avoir peut-être une résonance intéressante. Donc, dans le droit romain, l'homo sacer est une personne déclarée exclue qui peut être tuée par quiconque tant que son meurtre ne relève pas d'un sacrifice religieux. Cet homo sacer est sans droit civique. Et donc le travail et le pari d'Agamben s'appuie sur l'idée qu'il existe une condition juridique créée chez l'homo sacer. S'il est exilé, il est au monde d'un droit, et ceci n'est pas sans effet ni sans trace. Alors, ce qu'Agamben propose donc, c'est que dans son analyse de cet homo sacer comme étant un individu qui peut être exclu, regardez, on en entend parler depuis le début du mouvement à l'université. Nous sommes en train, pas tous, certains sont en train de mettre en place un certain nombre de choses qui ne sont pas encore sanctionnées par des lois qui ont été votées quand même. Je ne sais pas si c'est énorme. Bon. Donc le projet d'Agamben se déroule autour de 3 objectifs. D'abord, il s'agit de faire sortir la politique de son retrait et de restituer à la pensée sa vocation pratique. C'est un petit peu le point de conclusion de la dernière fois. Il s'agit aussi d'examiner la pertinence des catégories d'opposés qu'il utilise dans sa philosophie. Bon, ça, je passe, c'est moins intéressant pour aujourd'hui en tout cas. Et il s'agit aussi de résoudre les énigmes de notre époque sur le terrain de la biopolitique, où elles se sont formées
Regardez le problème que pose pour l'enseignement aujourd'hui le fait que ce soit un neuroscientifique qui est à la tête de la direction de l'éducation. Voilà, qui soit à la tête de la direction de l'éducation. Je ne sais pas, nous sommes certainement dans une situation qui peut être grave, on va dire comme ça. L'état d'exception, c'est cet état dans lequel évolue l'homo sacer. La relation politique de cet état d'exception, c'est le ban, BAN, l'exclusion. L'acte fondamental du pouvoir souverain, c'est la production de la vie nue en tant qu'élément pratique, originel, en tant que quelque chose qui est un seuil d'articulation entre la nature et la culture. On se fiche de savoir du plaisir que nous pouvons avoir à étudier. À partir du moment où nous sommes certains que tous les étudiants pourraient être mis dans une case, on pourrait dire comme ça. On se fiche de savoir combien il y a. On se fiche de savoir, s'il peut y avoir un certain plaisir à conduire les automobiles. À partir du moment où nous sommes sûrs que les automobiles autopilotées par les ordinateurs feront un petit peu moins de morts que quand ce sont les êtres humains qui les conduisent. On voit que la question du plaisir chez l'homo sacer et dans l'état d'exception, c'est vraiment une idée, une notion qui disparaît complètement. L'état d'exception, donc, c'est ce qui se présente, nous dit-il, comme la forme légale de ce qui ne saurait pas avoir de forme légale. Sa devise pourrait être la suivante: aucun sacrifice n'est trop grand pour notre démocratie, moins que jamais le sacrifice temporaire de la démocratie elle-même. Nous en avons une belle illustration ici. L'état d'exception se fonde sur une faille, une fracture qu'il crée dans le droit, qu'il occupe alors, où la loi qui est fabriquée est maintenue. Et en forçant un même de trait, les choses se passent comme si l'état d'exception était une dictature juridicisée. Donc Agamben nous apporte finalement deux précisions. L'homo sacer, cet être humain dont il parle, donc qu'il essaie dans son travail de repolitiser. L'homo sacer est un pur produit de l'état d'exception. L'homo sacer est foncièrement divisé ou séparé du droit qu'il a exclu et qu'il a priori, ne pourrait atteindre à nouveau. Alors je reprends les choses avec le bout de ma présentation de la dernière fois. Le sujet du politique, nous dit Agamben, au bout du compte, c'est le sujet du langage. La subjectivité dans ces conditions s'exprime au travers de dispositifs. C'est ce que je disais tout à l'heure. Sous certaines conditions, il se peut que le dispositif soit profané par un sujet, voire même doivent être profanés par un sujet, quand ce dispositif n'est plus en mesure d'accueillir la subjectivité d'un sujet. Dans ce contexte, donc, la politisation ou la repolitisation d'un dispositif se fait grâce à l'orientation par la guerre civile qui se déroule entre deux dispositifs. En gros, plus simplement, on appellerait ça la crise d'adolescence. Bon, avec ces remarques, c'est un peu décousu parce qu'il aurait fallu finalement que je puisse ramener ça tout de suite après l'argument de la dernière fois, là, pour que ce soit un peu plus, je pense, compréhensible directement. Avec ces remarques, je vais essayer d'amener les choses à un autre niveau. Si on suit le travail d'Agamben, donc dispositif et politique peuvent marcher de concert, à la condition que quelque chose oriente. Comme je le disais la semaine dernière, la question de l'orientation telle qu'elle s'oppose pour nous ici est celle de savoir, par exemple, s'il peut y avoir autre chose que le capitalisme ou que le système financier, s'il peut y avoir autre chose qui peut orienter, qui puisse orienter l'enseignement ou la constitution des universités. C'est ça la question quand même de travail. La stasis, donc la guerre politique, la guerre civile, c'est ça qui peut venir comme tentative d'orientation. Pour le dire autrement, donc, se pose la question de savoir ce qui va pouvoir orienter l'enseignement, les pratiques éducatives, plus globalement les pratiques institutionnelles.
Et c'est Freud là-dessus qui a donné quelques indications quand même précieuses, il faut le souligner et y revenir. Évidemment, quand on parle de Freud, il faut être un peu attentif à ce qui anime son travail, c'est la découverte de l'inconscient. Et comprendre un petit peu ce que cette découverte de l'inconscient implique dans la construction d'un dispositif pour un individu. Faire référence à l'inconscient, c'est en particulier envisager, comme le fait Freud, que l'individu mène une double existence en tant que maillon d'une chaîne à laquelle il est assujetti contre sa volonté et en tant qu'il est aussi sa propre fin. C'est un point de vue donc, qui inclut d'emblée la dimension d'au moins une contrainte, l'assujettissement du sujet à quelque chose contre sa volonté. Je passe sur le second, la mort du sujet. La construction qui est en jeu ici, c'est une façon de dire finalement que la pulsion de mort, comme toute pulsion, exige et obtient son dû. Elle peut en revanche être contrainte à quelques aménagements de dispositifs, comme on le connaît plus classiquement des pulsions. Donc quand Freud nous parle de ce qu'est des pulsions, il nous dit qu'elles peuvent être refoulées, elles peuvent être renversées dans le contraire, retournées sur le moi propre ou supprimées. Il y a 4 destins de la pulsion. Donc, le texte de Freud, Pourquoi la guerre, un texte de 1933, propose un tableau clair de ce qu'implique alors cette façon d'appréhender le sujet avec l'hypothèse de l'inconscient. C'est un texte que peut-être vous connaissez, donc Freud avait adressé à Einstein après que celui-ci lui ait demandé s'il y avait quelque espoir d'une pacification enfin réussie des mœurs grégaires des hommes, on pourrait dire. Freud lui répondra que non, c'est pas possible, il n'y a rien à faire. Donc la réponse de Freud est construite sur les mêmes fondations que celle de Total Mécano. Sur, disons, un petit peu les différentes strates de traitement de la pulsion, de plus en plus civilisées, ces strates. Au départ, Freud situe alors la violence brutale, la force brute, en disant qu'elle peut tout. Cette force-là peut être intellectuellement étayée. Et le premier pas de l'étayage, c'est toujours quelque chose qui me fait mal, ça, parce que ça, comment dire, ça implique que Donald Trump soit un petit peu intelligent. Bah oui. Alors ça, déjà, parce que le premier étayage de cette pulsion de destruction, qui signe quelque chose d'un début d'intelligence, c'est la possibilité de la fabrication des armes. Mine de rien. Parce que ça rend plus fort. Donc c'est un premier étayage de la pulsion de destruction. Heureusement, il n'y a pas que ça. Donc ce premier étayage, finalement, indique la suprématie intellectuelle sur la force musculaire. C'est une première élaboration. Mais dans ce cas-là, l'objectif, nous dit Freud, à peu près toujours le même, il s'agit toujours de toute façon dans un conflit pour l'une des parties d'arriver à paralyser, d'arriver à contraindre l'autre partie et la forcer à abandonner ses prétentions ou son opposition. La soumission de cet ennemi est plus intéressante que sa mort, nous dit Freud aussi. C'est un moyen, la soumission, d'instrumentaliser le vaincu et de le rendre utile. Quelqu'un l'autre jour insistait sur la politique de Macron qui n'envisage les individus que comme des choses utiles, même, je crois. Un tel arrangement est alors aussi une prise de risque, parce que quand même peut sommeiller chez le vaincu la soif de vengeance. Tout ceci donc laisse planer une certaine perte de sécurité pour le vaincu. Ce que l'union des hommes vient donc briser, nous dit Freud, c'est la violence, et le rassemblement de ces éléments représente alors le droit, conçu ainsi par opposition à la violence d'un seul. Il précise aussi, c'est quand même une erreur de calcul de ne pas considérer que le droit est à l'origine de la violence à l'état brut, et qu'il ne peut de nos jours non plus se passer du soutien de la violence. Dans cette voie, le droit devient la force d'une communauté. Aussi,
plus que la violence d'un seul individu, c'est maintenant la violence d'une communauté qui peut être en situation de triompher. Pour autant que les membres de cette communauté consentent à se soumettre durablement aux droits qui la fondent. Si ce n'est plus alors la violence d'un individu qui triomphe, c'est tout de même la violence d'une communauté qui triomphe. Si deux communautés en venaient à s'affronter, le résultat serait alors la guerre, puis éventuellement l'assimilation d'une communauté par l'autre, ou bien l'intervention d'une instance régulatrice extérieure qui vient de dire « Moi, Nations Unies, je vais pacifier les extincteurs de deux communautés ». Mais ce n'est pas pour autant la fin de la violence. Donc, ce que nous indique Freud, c'est qu'il y a dès le départ une composante agressive en l'homme. Ce que Freud a appelé la pulsion de mort, pulsion de destruction, si elle tournait vers l'extérieur pour le divin. Freud déploie la duplicité de la pulsion en soulignant combien l'instinct de mort, s'il oppose à l'instinct de vie, lui est tout de même lié et selon les cas, donc peut influencer la forme que prendra le fruit de cette indication. Toute communauté qui tient au nom d'un droit est donc elle aussi le lieu d'apparition et d'essaimage de sentiments tendres envers chacun de ses membres, même s'il persiste cette économie des communautés qui vont aussi, pourquoi pas, se phagocyter ou guerroyer, etc. Alors, c'est là un petit peu où il me semble que c'est intéressant d'en venir avec Freud, je terminerai sur ça. C'est que l'ultime déclinaison de cette analyse est posée par Freud dans ce constat auquel il est conduit, justement avec ce qui précède sur la pulsion de mort. C'est la culture. Et je crois que c'est là où, en tout cas à l'université, il me semble que ça nous intéresse ou ça doit nous intéresser. C'est la culture comme ce qui reste et s'accumule de tout ce qui précède. La culture, comme l'indique Freud, c'est l'œuvre de civilisation en tant que traitement, éviction progressive des faits instinctifs. C'est ce qui conduit à l'affermissement de l'intellect, qui tend à maîtriser la vie instinctive et la réversion intérieure du penchant agressif, avec toutes ses conséquences favorables et dangereuses. Pourquoi autant insister sur ce point de la culture? Parce que c'est vraiment quelque chose, je vais terminer sur ça, mais il paraît que ça se fait vraiment de toujours terminer sur le fameux point Godwin, je ne sais pas trop quoi, vous savez en revenir à la question de la Shoah. Il y a un film d'ailleurs qui est sorti tout récemment, là, qui s'appelle La douleur, réalisé à partir du texte de Duras, avec Mélanie Thierry qui joue magnifiquement bien le rôle de Duras. Allez le voir, ça passe à l'ABC en même temps. Donc je termine juste sur une petite citation de Robert Antelme que je trouve concernant ce que l'on peut essayer de défendre nous pour l'université, ce qu'on peut essayer aussi de mener avec ce séminaire. C'est quelque chose que Robert Antelme dit dans son livre L'espèce humaine. Voilà ce qu'il écrit. Le règne de l'homme agissant ou signifiant ne cesse pas. Les SS ne peuvent pas muter notre espèce. Ils sont eux-mêmes enfermés dans la même espèce et dans la même histoire. Il ne faut pas que tu sois. Une machine énorme a été montée sur cette dérisoire volonté de con. Ils ont brûlé les hommes et il y a des tonnes de cendres. Ils peuvent peser par tonnes cette matière neutre. Il ne faut pas que tu sois, mais ils ne peuvent pas décider à la place de celui qui sera cendre tout à l'heure, qui n'est pas. Ils doivent tenir compte de nous tant que nous vivons, et il dépend encore de nous, de notre acharnement à être, qu'au moment où ils viendront de nous faire mourir, ils aient la certitude d'avoir été entièrement volés. Ils ne peuvent pas non plus enrayer l'histoire, et c'est ça qui est important pour nous aussi, ils ne peuvent pas non plus enrayer l'histoire, qui doit faire plus féconde ces cendres sèches que le gras squelette du lac Fureur. Vous excuserez la métaphore, mais quand même on a peut-être un travail aussi de penser ce que nous faisons ici, pour arriver à y résister comme Robert Antelme nous l'indique. Merci à vous. C'est une excellente idée. Nous amène à nous retrouver sur des idées communes, mais pas d'autres, parce qu'on a pensé des idées, mais parce qu'il nous a fait l'esprit aussi, et qu'en ce moment, on en a quelque peu besoin. Donc on parle de ce dont on a envie
Villeparisis, ce qui n'est pas si fréquent non plus. Donc l'idée est belle et c'est la raison pour laquelle je me suis dit qu'il y a bien envie d'y parler, d'y dire quelques mots. Alors, vous allez voir, c'est pas une haute teneur intellectuelle, mais puis des mots aussi qui sont en réponse à des ricochets d'idées à la suite du séminaire de la semaine dernière, à l'écoute de ce qui se disait. J'ai pioché la semaine dernière et cette semaine aussi des mots grecs, oikos, polis, stasis. Alors c'est assez amusant parce qu'en ces temps où on continue à vanter l'interdisciplinarité comme si c'était quelque chose derrière lequel on court encore et qu'on fait pourtant depuis si longtemps et de manière parfois sans spontanée, sans faire de bouche, que voilà. C'est peut-être un prolongement de ces idées-là que m'est venue l'idée de parler du sujet que je vais aborder. Vous allez le voir devant vous, mais d'abord un préambule. Je commencerai par Vernant, Jean-Pierre Vernant, puisqu'il en a été question aussi la semaine dernière. Donc, je me suis dit, faisons-nous ce petit plaisir, on peut être aussi un peu là pour se faire quelques plaisirs. Alors c'est une faiblesse léniniste, vous l'avez compris, que de parler de Jean-Pierre Vernant, mais pas que, parce que vous savez aussi que c'est un mode de résistance, de collectif. Et d'ailleurs, le groupe Jean-Pierre Vernant, que vous connaissez, dont vous avez vu certaines productions, et qui se retrouve donc sous son nom, fait écho à cet esprit de groupe, à lire simplement l'intitulé, la définition qu'il se donne, ou même l'intitulé. Je lis, le groupe Jean-Pierre Vernant est un intellectuel collectif qui coalise des universitaires de différentes spécialités par l'usage d'un nom propre, en commun, destiné à casser la mécanique de réputation nombriliste qui domine le débat public. Donc, contre l'individualisme grandissant, je trouve les idées plutôt intéressantes. Et en écho à cela, je vous lirai très brièvement un texte de Vernant qui s'intitule « Cherchant au CNRS », qui a été écrit en 1984, discours prononcé à l'occasion de la remise de la médaille d'or du CNRS à Vernant, mais qui en fait une médaille collective dans son papier. Je vous laisse le soin de le lire. Il y est dit, il y a Vernant, après les années 60, tout change, plus de Vernant isolé, il y a Vernant et son groupe, l'équipe Vernant, ce que certains à l'étranger ont appelé l'école de Paris. Donc vous savez peut-être qu'il s'agit de ce centre de recherche comparé sur les sociétés anciennes, qu'on appelle aussi centre Louis Gervais, et qui rassemblait, outre les hellénistes, outre les latinistes, outre les assyriologues, les égyptologues, etc., j'en passe, tout un tas de scientifiques couvrant des domaines variés et une palette extrêmement large où l'on faisait pour le coup de l'analyse sur le mode comparatiste et de l'interdisciplinarité par la même occasion. Et donc, il évoquait cette équipe, je le cite, où sur des années, la recherche se poursuit en commun, où le travail de réflexion, de création, de documentation aussi est collectif. Ce phénomène normal d'un temps de science est encore exceptionnel dans les études classiques. À la demande des sociologues, le CNRS a décerné au centre pour son œuvre collective en 1977 une médaille d'argent. Celle que je reçois aujourd'hui brille pour tous les membres du groupe, sans exception, quelles que soient leurs tâches et leurs fonctions. Ce n'est pas à moi de dresser le bilan de cette expérience, de la juger. Je peux seulement, en confidence, dire mon sentiment. D'abord, ce dont je suis sûr, ni mon œuvre propre, ni ma vie, ni ma personne ne peuvent être séparées de l'équipe. J'ai été continuellement porté par le travail et les recherches de tout ce que, moi aussi, peut-être, du même élan, j'entraîne. Équipe, collectif, donc, un mot que j'aime bien. En revanche, et ce sera l'objet de ce billet d'humeur, je n'aime pas la communauté universitaire. Attendons-nous, je parle de l'expression. La communauté, c'est quelque chose que je ne suis jamais parvenue à dire, pas davantage à écrire. Pourtant, il y a des choses qui poussent. J'ai un blocage d'ordre linguistique sur cette appellation-là. Je me suis demandé quelles en étaient les raisons. J'ai quelques idées quand même, mais pour quand même qu'il y ait un peu de corps à ce que je vous dis. Je ne vais pas simplement utiliser cette tribune pour faire une base de refouloir ou de, je
vais pas m'allonger sur un divan et profiter des compétences de certains de mes collègues. Donc, quelles sont les raisons de ce sentiment qui me parcourt? Et donc, cette réaction quelque peu épidermique, qui ne s'avérerait d'aucun intérêt si vous en partagiez peut-être certains éléments, vous saurez me dire, et c'est là que j'en appelle à vos points de vue. Une précision préalable s'impose, je ne condamne pas tout emploi du terme, mais je ne peux manquer de mesurer l'inflation qui en est faite et en lien avec différentes réformes de l'université, et l'ESR notamment, où on ne semble bien souvent solliciter ce terme de communauté universitaire que pour servir d'alibi à la mise en place de dispositifs qui concourent tout au contraire à diviser, à hiérarchiser, à sélectionner sur un mode de concurrence effréné. Alors, cette impression trouvait-elle confirmation dans le parcours des textes? J'en ai parcouru quelques-uns, parce qu'il y avait un peu de temps mais pas trop, donc on peut évidemment chercher ça de manière plus scientifique en faisant des statistiques. La définition de la communauté universitaire est dans la loi d'abord. Donc la loi de juillet 2013, le service, je vous lis la définition qui avait faite, le service public de l'enseignement supérieur rassemble les usagers et les personnels qui assurent le fonctionnement des établissements et participent à l'accomplissement des missions de ceux-ci dans une communauté universitaire. Donc l'article est mal écrit, il vient fait d'un assemblage de deux articles sur le premier, le service public de l'enseignement supérieur, et on va dérouler la phrase, et le deuxième, la définition de la communauté universitaire. Donc on a assemblé ça, et en fait, vous le relirez, c'est très mal écrit. Bon, l'idée, c'est que la communauté universitaire rassemble les usagers et les personnels. Je ne dirai rien de l'appellation des usagers, qui n'est pas non plus des plus heureuses, mais qui rassemble de fait les étudiants, à proprement parler, disons, ceux qui s'inscrivent pour l'obtention d'un diplôme, avec les personnes qui s'inscrivent à la formation continue et les auditeurs. Voilà pourquoi on a cette appellation d'usager, mais c'est vrai qu'il n'est pas forcément lié. Donc, la communauté universitaire qui trouve son pendant, dans un des articles, dans la communauté éducative qui, à l'échelle de l'école, du collège ou du lycée, rassemble les élèves et tous ceux qui, etc. Donc, cette définition que l'on trouve dans la loi actuelle est le résultat quand même d'un assemblage de définitions que l'on trouvait dans les textes antérieurs, le Code de l'éducation de 84, où l'expression de communauté universitaire existait déjà. Donc, ce n'est pas une innovation de la LRU, que cette communauté universitaire. C'est plutôt l'usage inflationniste qui, en effet, peut amener des commentaires. Donc, si l'on s'en tient à la définition du terme, la communauté, c'est un ensemble de personnes qui vivent en collectivité, mais survient, et là, c'est une nouveauté, un autre type de communauté, inscrite dans la loi, celle de la communauté d'université et d'établissement, qui est, je cite la définition, un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel auxquels sont applicables les articles, je ne vais pas donner les numéros. Donc, un nouveau type de communauté qui n'est plus un groupement de personnes, mais une structure qui, de projet en projet, n'a de cesse de se réclamer justement de la sacro-sainte adhésion de la communauté universitaire. Parce que la communauté universitaire ne vient pas seule, elle vient accompagnée de l'expression plus globale d'adhésion de la communauté universitaire. C'est celle qui est un des critères affichés par les jurys qui attribuent l'IDEX, vous le savez sans doute. Et prenons justement le dernier projet, IDEX-UT, que vous connaissez bien, poursuivant la trace de cette communauté si convoitée. Page 7. Il est dit que l'intégration était déjà présente dans MIDI 2012, qui, je cite le texte, prévoyait une fusion de tous les établissements porteurs dans un grand établissement doté d'une gouvernance fortement externalisée. Après sa labellisation, l'impossibilité de faire adhérer les communautés a entraîné la remise en cause de son volet institutionnel. D'où la révision en 2013 avec un projet fédérateur qui a donné naissance à la commune.
Projet sanctionné, je cite, en 2016, sanctionné au terme de sa période probatoire. Vient Unity 2018, ce que nous connaissons, qui, je cite toujours, tire les enseignements de l'histoire du site. Ainsi, je cite toujours, le projet présente la robustesse nécessaire pour permettre de nous engager avec réalisme quant à son implémentation dans les communautés concernées. Alors, implémentation, ça aussi, c'est partie des mots que je n'aime pas trop. Je suis dans la définition. Donc, ici, il s'agit de la mise en place sur un ordinateur d'un système d'exploitation de logiciels adaptés aux besoins et à la configuration informatique de l'utilisateur. Donc, on nous injecte un projet Unity 2018, drôle de communauté ravalée à l'état de machine, entre nous, mais il faut croire que les robots parfois se révoltent. Page 38. L'intégration visée au sein de l'IT passe par des transformations qui n'ont pu encore être mises en œuvre. Je cite, elle repose néanmoins sur un projet largement construit et partagé avec les communautés concernées. Sont énumérés groupes de travail, AG, réunions, séminaires, sites internet dédiés qui ont permis, je reprends la citation, de diffuser largement l'information et de recueillir les remarques qui ont enrichi le projet et permettent désormais d'envisager sereinement son déploiement. Là encore, l'on a voulu des cieux plus sereins. Chemin faisant, nous sommes passés d'une définition de la communauté au singulier, celle de l'Université de Toulouse, érigée, à ces pluriels peu circonscrits chacun des établissements, à chaque établissement une communauté. Cette translation trahirait-elle la difficulté, voire l'impossibilité, de se fondre en une seule voie? Le fait est que cette déclinaison sur le mode pluriel se retrouve dans la distinction, dans ce document et dans bien d'autres, de diverses communautés. Celle de la communauté scientifique, c'est celle à laquelle il fait le plus appel dans le document, dont je peux imaginer qu'elle recouvre les enseignants-chercheurs, les chercheurs, enfin ceux qui font de la recherche. Il me semble qu'on emploierait un autre terme que celui-là s'il ne s'agissait pas de cela. Ou plutôt, dans le document IDEX, ceux qui font de la recherche, mais se trouvent mis à l'honneur, distingués par les LAPEX et les plateformes expérimentales et numériques, puisque page 16, lorsqu'il est question de la communauté scientifique, elle n'est qu'accrochée à ces LAPEX et à ces plateformes. On pourra même songer au cercle académique dont on pourra parler éventuellement. Autre communauté qui est citée, celle de la communauté étudiante, citée une fois, page 23. Quant à la communauté administrative ou des personnels administratifs, les BIATS, moi je ne l'ai pas vu citer dans ce document, et vous le savez sans aucun doute, elle n'est guère citée, et moi j'ai jamais eu l'occasion de la lire, mais peut-être que voilà, je saurais me dire le contraire. Si je reviens à la communauté scientifique, oui, des enseignants de statut second degré, qui certes beaucoup font de la recherche, mais la recherche n'étant pas inscrite dans leur statut. Oui, des chargés de cours, dont on sait qu'ils occupent une grande partie de la dite communauté et qui vont grandissant. Oui, enfin, de ceux qui font de la recherche, tout simplement, sans considération de l'ABEX ou autre estampillage d'excellence, et ça arrive. Tout autant de personnel, en tout cas, qui concourent pourtant à l'accomplissement des missions de l'enseignement supérieur, et je vous renvoie à la définition. Ainsi bien que ce terme de communauté, qui paraît si englobant, si fédérateur, se voit réservé à un bien petit nombre. Sur le terrain, il a été question des espaces la semaine dernière. Du coup, je me suis dit que j'allais y revenir quelques instants. Une réorganisation des espaces qui en dit long sur ces diverses communautés. Dans les UFR, alors je vais prendre l'exemple de la mienne, ça tombe bien parce qu'il y en a qui sont là, qui seront peut-être intervenus. Il y a un rez-de-chaussée, un premier étage, un deuxième étage. Et l'organisation de l'espace a été conçue avec le personnel, donc ça a été réfléchi, mais en même temps, il y a des contraintes en termes de fonctionnalité, des contraintes matérielles, aussi, qui font que le rez-de-chaussée est fait par la partie administrative, mis à part les bureaux des directeurs de département, premier étage les cours, deuxième étage les bureaux des enseignants. Et il y a plus haut encore le sol.
matériaux. Du lino au rez-de-chaussée, au premier étage, toujours du lino, et au deuxième étage, de la moquette. J'avoue que j'ai eu quelques hontes quand j'ai découvert ça. La moquette réservée à nos petits pelotons au dernier étage. Alors, bon, il se passe quand même des choses intéressantes, c'est que les étudiants, des jeunes dans l'UFR, se font manger avec un cannelle, pas forcément par souci diététique, mais parce que certainement ça valait moins cher que d'acheter aussi parfois un sandwich ou voilà, autre chose. Et donc, comme il y a très peu d'endroits pour s'asseoir dans l'UFR, mais à part le foyer, mais qui est quand même très restreint, ils se mettent et s'assoient par terre. Donc sur les linos, c'est peu confortable. Dans l'escalier qui est grand, alors moi j'ai mon bureau juste donnant sur l'escalier, et au fur et à mesure de l'année, ils ont investi l'espace, l'escalier, et ils se risquent même jusqu'à l'étage, où je suis heureuse de les voir s'asseoir un peu plus confortablement sur la moquette, là, autour de ma porte. Alors, ils s'y risquent, mais évidemment, ils ne vont pas dans les couloirs. Donc, voilà, en termes de communauté, il y a quand même des obstacles, des non-dits qui font que, voilà, il y a peut-être des choses à réfléchir. La maison de la recherche, on en a beaucoup parlé. Vous savez bien, voilà, ce qu'il en est actuellement. On a eu une tentative, avant que ne soit construite l'annexe de la maison de la recherche, pour réintégrer dans la recherche, dans les UFR. Disant que les masters, c'est de la recherche et que cette zone-là, il fallait essayer de sortir des éléments de la maison de la recherche pour casser justement cette rupture qui avait été inscrite. On s'est heurté à un échec complet. Donc effectivement, il y a eu annexe, construction de l'annexe, et on a consolidé cet élément recherche qui fait qu'on a un espace dans lequel voilà, certains se trouvent bien, mais qui peut paraître oppressant pour d'autres, parce qu'espace clos, qui, voilà, pour des personnes qui aiment bien parfois changer d'espace et traverser les lieux. Et quant aux étudiants, on l'a bien vu dans les discours, il y a les doctorants qui, malgré tout, voilà, travaillent pour beaucoup dans la maison de la recherche et les autres niveaux. Et le fait est que quand on a établi le LMD, on a plus qu'avant encore voilà, marqué des blocs dans la formation qui se traduisent parfois au niveau des espaces. Je passe sur d'autres éléments pour aller un petit peu plus vite. Mais donc au sein de chaque université, le tous ensemble, que semble porter le terme de communauté, n'est pas sans se heurter à des obstacles ou des difficultés. Alors, à l'échelle de l'université de Toulouse, et pourtant, le projet IDEX fait plus que rassembler, il prétend à l'inclusion, terme qui ne laisse pas d'être mystérieux pour moi, je vous l'expliquerai, mais qui a sans doute pour vocation de rassurer, comme s'il prenait sous son aile protectrice, tous les petits membres de la communauté. Tous à voir une nouvelle fois, mais je vous lis un document qui avait été établi par 3 collègues enseignants, dont la vice-présidente de recherche, et qui avait été diffusé par le canal de la présidence le 14 février, qui s'appelle « Piste, réflexion goûtée, une contribution au débat ». C'est le titre du document. Et il est un paragraphe qui est le suivant: un projet inclusif et favorable aux sciences sociales. Je vous le dis, car le projet actuel n'a rien à voir avec les logiques sélectives qui étaient présentes dans le projet 2011. Il a été élaboré essentiellement par des collègues qui croient profondément à la nécessité de faire réussir tous les étudiants au caractère collectif de la recherche, à l'importance des fonctions administratives et techniques. Il inclut les humanités et les sciences humaines et sociales. C'est le projet qui donne le plus de chance à la communauté des enseignants, chercheurs et étudiants de l'UT2J de poursuivre leur activité et leur projet dans de meilleures conditions. Alors, sans oser mettre en doute le credo des contributeurs, le seul titre pouvait laisser croire qu'en dehors du cercle des sciences sociales, mais revoilà les autres disciplines heureusement sauvées à la faveur de la dite inclusion. Quant aux chances qui sont données d'avoir plus, tous pourraient s'y retrouver, hormis certains personnels enseignants et personnels administratifs qui, de fait, ne sont pas cités dans ces bénéfices afférés. Au mieux, peut-on
compromettre ces derniers, les personnels administratifs, dans le dernier paragraphe du document, que je vous lis, nous pensons que les personnels administratifs et techniques sont essentiels dans l'enseignement supérieur et la recherche. C'est pourquoi, si l'IDEX revient à Toulouse, il faudra, je passe un petit peu, engager ou poursuivre les négociations avec leurs représentants et déboucher, autant que possible, sur une amélioration de leurs conditions de travail. Alors, comment s'étonner qu'à tout cela, la dite communauté n'adhère pas? Et qu'à lire certaines de ces phrases du projet IDEX, je cite, « Nous défendons la possibilité pour tous de produire des activités ou des œuvres jugées excellentes. » Donc, comment dire cela? Ne pas dire, si l'excellence est partagée par tous, il n'y a plus d'excellence, me semble-t-il, mais aussi, peut-être que je ne le dis pas bien. Ainsi, certaines semblent s'opposer à ce qu'on leur propose et faire se craqueler l'adhésion de la communauté. À moins que ce ne soit là précisément une autre forme de communauté que celle dans laquelle nous nous retrouvons actuellement, personnel, toutes catégories confondues, et étudiants, ça a été souvent dit à l'Assemblée générale, une communauté dans laquelle nous nous rassemblons pour dire non. Et tout celle-là, on ne la trouve pas dans les papiers. Et je terminerai en disant que ce terme faussement écuménique de communauté, peut-être suis-je parvenu à expliquer pourquoi je me l'aime guère, je lui préfère celui de collectif, vers mon propos, que j'ai souvent entendu prononcer par certaines qui, à la tribune, dans la salle ou dans leur lit, se reconnaîtront. Et peut-être après tout que c'est la raison d'être de ce billet d'humeur complice. Et puis, dans la série J'aime pas, qui m'arrive assez souvent, il y a l'intitulé de ce séminaire né du mouvement actuel, séminaire démocratique. Là, j'aime. Et pas seulement parce que l'idée n'a quitté en place, mais on va en faire une autre histoire et il n'est plus temps, j'arrête là. Merci. Alors, la parole est à la salle. Tu pourrais indiquer le lien sur le document dont tu parlais là? Le dernier document dont tu parlais? La mise au travail de différents termes, communauté universitaire, inclusion, collectif. Il y a un terme aussi qui est complètement galvaudé, ça m'insupporte d'entendre ça dans les médias, etc. C'est la pédagogie. À une époque, là, on tartinait avec la pédagogie. C'est-à-dire qu'on veut nous imposer des réformes dont on ne veut pas, et on pense qu'en fait on ne les veut pas parce qu'on n'a pas compris. Et que donc il faut faire de la pédagogie. C'est insupportable. Voilà, ça fait partie des termes. Chacun a sa liste. Brigitte a dit c'est la cartographie. Là, Brigitte a dit entendre cartographie. Toi, communauté universitaire, tu as du mal à se pédagogie. Moi, j'en peux plus de la pédagogie. On pourrait faire un petit inventaire, ceci étant, un petit lexique, c'est vrai, parce que, merci Bernadette, parce que Ruffin en parlait aussi la semaine dernière, il disait, c'est vrai, il faut prendre maintenant, c'est terrible, il faut prendre les termes des nouvelles lois, prendre le dictionnaire et puis prendre le contre-pied pour comprendre ce qu'ils veulent vraiment dire, c'est-à-dire loi orientation réussite étudiante, en fait, il faut traduire, il faut prendre l'inverse et tu es dans ce qui est véritablement. Voilà, ça peut faire partie aussi d'un petit travail à effectuer. Et pour reprendre l'histoire de la moquette et du lino, il se trouve que nous sommes aussi dans notre UFR, dans la même situation avec le lino et la moquette. Alors, moi qui avais suivi plus particulièrement, j'étais chargée de mission, très pompeux, pour la reconstruction du bâtiment de psycho, donc j'étais en gros l'interlocutrice privilégiée d'un côté de l'architecte et de l'autre des collègues, etc., concernés par la reconstruction, je faisais l'interface, si je puis dire. Et quand j'avais posé la question à l'architecte en disant pourquoi voulez-vous, moi je n'en voulais pas de ce moquette, qui est quand même ce truc-là, là, avec tout allergisant possible, dégueulasse, bref. Oui. Eh bien, figurez-vous que c'est une question de coût. Moins cher. C'est moins cher à remplacer. C'est-à-dire que, alors d'où du coup on fait l'hypothèse que nous sommes plus sales que les étudiants, parce que nous il faut envisager qu'il faut remplacer plus facilement que là où les étudiants passent. Mais c'est l'hypothèse que j'avais faite, que j'avais soumise à l'architecte, il n'avait pas du tout aimé. Il n'était pas son niveau architecte en question. Bon bref. Et donc voilà, ça c'est plus facile parce que ce sont des dalles, donc si les dalles sont
sa vie, il suffit d'en changer une, on ne change pas tout le... Mais c'est vrai qu'il y a quand même une distinction entre les espaces publics pour une partie de la communauté universitaire, l'intégralité, et puis les espaces clos de l'astreinte où là on a droit à la moquette. C'est censé être un signe distinctif effectivement de valeur supplémentaire. Valeur ajoutée. Michel. Tant qu'on est dans les termes, qu'est-ce qui vous gêne dans l'usager? Je vais être un peu provocateur. Vous préférez client? Non, alors je sais, j'allais le dire, j'allais le reprendre aussi. C'est vrai que la notion d'usager, là, chez certains parmi nous, elle est importante parce qu'elle a rapport à la notion de service public. Voilà, c'est l'usager, c'est celui qui prend, qui utilise un usage de la fonction publique. Non, c'est le fait que ce soit galvaudé, justement. Ah, mais qu'est-ce que vous préférez alors? Non, mais après, Étudiant. Bien. C'est que c'est aussi équivoque. Pardon? Dans le tuyau. Personnellement, le souci que j'ai avec l'usager, c'est la question de l'équivoque qu'il y a dedans. Parce qu'un Kleenex usagé, par exemple, je le jette. Non, mais c'est... Je préfère être un usager de la SNCF qu'un client, tu vois. Et ça ne me gêne pas qu'on dise que je suis jetable, même. Un usager, il ne fait pas partie à part entière de l'université, c'est-à-dire qu'il n'est pas acteur, il est là juste pour disposer. Alors que pour nous, les étudiants, ils font partie à part entière de l'université, ils nous aident à la construire aussi. Moi, effectivement, ce terme, je ne l'emploie jamais, parce que même si les stagiaires de la formation continue n'ont pas le statut d'étudiant, pour moi, ça reste quand même des étudiants, ça reste des acteurs de l'université. Toutes les personnes qui font vivre l'université, eh ben, elles en font partie. Donc, usagers, pour moi, c'est comme si ils n'avaient pas leur mot à dire sur l'université, qu'ils étaient là juste pour disposer. Or, quand même, si nous faisons changer l'université, c'est aussi grâce à toutes les personnes qui la font vivre. Hein. Ah, c'est la différence avec voilà. la SNCF. Enfin, moi, on est transporté. Moi, ça me gêne. Et pas c'est juste un service. Voilà, c'est ça. Quand on avait été en Valère, la réunion qu'elle faisait avec M. Lacroix et M. Merlet la semaine dernière, et qu'elle disait que les usagers de la MDR, c'était de l'ADN de l'université. Ah oui. En oubliant un peu que les personnels BIATS et les étudiants sont également l'ADN de l'université. Enfin, sans nous, il ne reste plus rien, quoi. Ah ben sans étudiants, il n'y a pas d'université. Et ça, il l'oublie un petit peu Il peut y avoir beaucoup. une maison de la recherche éventuellement, il n'y aura pas d'université. J'ai juste relevé une petite expression dans la lettre électronique éditée par la DAR, c'est-à-dire la DAR, c'est la Direction d'aide à la recherche, de décembre 2017. Alors, je suis désolée, mais on va reparler de Madame Jaillet. Donc, elle remercie, c'est décembre, c'est les vœux, etc. Donc, elle remercie les doctorants, doctorantes qui soutiennent les travaux, la production scientifique. Elle remercie des... Donc, c'est là que... À l'heure des remerciements, c'est au personnel de la DAR, au personnel de la DAR, des laboratoires, etc., qu'il faut les adresser, donc ces remerciements. À nos côtés, ils permettent chaque jour de mener nos activités dans les meilleures conditions. Sans eux, notre travail serait plus ingrat. Alors, je laisse cet adjectif à votre réflexion. Moi, ça m'a profondément choquée. Qu'est-ce à dire que les personnels, alors, quand on tombe par personnel, moi j'ai supposé que c'était les administratifs quand même, donc les administratifs effectueraient les tâches ingrates, merci pour nous. J'estime que moi je ne fais pas une tâche ingrate, c'est un métier que j'ai choisi, que j'aime. Mes collègues, sans doute, pour la plupart, c'est la même chose. Mais enfin voilà, donc à travers des petites expressions de ce type,
on peut mesurer quand même les écarts qui existent dans cette fameuse communauté universitaire. Ceux qui effectuent les tâches ingrates et ceux qui effectuent les tâches nobles. Voilà. Alors je ne sais pas, je peux peut-être l'exprimer à tourner aussi. Tu es susceptible, on va faire un peu de pédagogie. De ramener dans la communauté. C'est ça, ramenons les usagers dans la communauté. Je pense qu'on va On en pense beaucoup, vous savez. Juste pour information, parce que je ne sais pas si on est tous sur un même niveau d'information concernant les fameuses mais moi je n'étais pas celle qui était organisée hier après-midi, mais qui était un fiasco, paraît-il, assez terrible. Puisqu'en fait, elle a utilisé la réunion de soi-disant d'information à destination du personnel justement travaillant à la maison de la recherche pour en faire une tribune pro-fusion et amener les collègues à signer la pétition, en gros, de réouverture de la maison de la recherche et donc de soutien au projet de fusion. Il y avait un petit package, comme on dit maintenant. C'était la confusion, tout à fait, Marie-Claude. Tous ces psychanalystes. Terrible, on ne peut plus rien dire. Et donc, il semblerait qu'il y ait quand même un élan assez conséquent de collègues qui se sont levés en disant qu'ils ne voulaient pas participer à ça, qui ont quitté la salle, sans mettre leur nom. Donc, je crois qu'il y a aussi des prises de conscience. On se disait qu'on avait du mal à convaincre, à expliciter, etc. Et qu'on manquait d'adhésion, justement, autour de notre mouvement, qu'on avait peut-être... Mais j'ai la très nette impression, ça fait plusieurs fois que quand même certains événements se passent, j'ai quand même la nette impression qu'il ne faut pas adhérer pour autant à leur propre projet. Alors justement, j'en profite, j'ai été très agacée par le même courrier dont tu parles, Valérie, émanant de la présidence et reprenant, alors, de façon rigolote, c'est pas de moi, mais il semblerait que certains aient dit, avec un esprit vraiment mal placé, et vous avez manqué de pédagogie, que la présidence, on s'était servi de l'adresse de la présidence pour faire passer un tract de Ensemble Autrement, avec ce fameux document. Donc ce matin, nous avions un conseil de faire restreint qui n'a pas pu se tenir, puisqu'il était prévu qu'il soit envahi, il était envahi. Bon, bref. Mais j'en ai quand même profité pour signaler aux collègues qui ne m'aiment pas tous dans ce contexte-là, mais ça, c'est pas la question, que j'estimais que, vu que la présidence s'autorisait quand même à nous envoyer des documents qui ne présentaient des choses que de façon unilatérale, je m'autorisais sur les adresses collectives des collègues de l'UFR à faire une réponse en proposant justement à la lecture, j'ai le collègue vous en faites ce que vous voudrez, venant de moi, je le jette dans la poubelle, 2 documents que je vais intituler droit de réponse, parce qu'il y en a marre, que ce soit que dans un sens, parce que je crois qu'il est illusoire de demander à Daniel Lacroix de renvoyer nos documents sur l'adresse du président, je pense qu'on va se heurter, non. Donc je vais contourner la chose, c'est pas grave. Donc il y a 2 documents dont vous devez peut-être disposer. Le document écrit par Brigitte Tanudevert, qui est la lettre que nous devions lire, que nos représentants devaient lire au jury IDEX. Le jury IDEX qui a reçu nos représentants a estimé que le temps était trop court et ne les a pas laissés s'exprimer. Ils sont passés directement aux questions, et puis après on parle de violence. Et d'adhésion de la communauté. Et d'adhésion de la communauté. Voilà. Donc il y a ce premier document qui reprend point par point ce que nous ne voulons pas de la fusion et qui explicite un certain nombre d'arguments. Et un deuxième construit par Michel, ici présent. Pas tout seul. Pas tout seul. Mais on l'a mis sur les sites. De ce document, qui s'appelle Université Toulouse de Jean Jaurès. Oui, je vois le document que c'est, mais il n'est pas sur les Facebook et compagnie. Non, je vais le mettre. Ouais, parce qu'il est vraiment bien et je trouve qu'il est conforme. Enfin, il me semble qu'il colle avec le. Notre réponse par rapport à certains arguments entendus. Donc voilà, il faut qu'on diffuse sous diverses formes, et donc j'ai décidé ce matin que je m'autorisais de diffuser sur les mails collectifs professionnels de mon UFR. Je pense que ça ne sera pas bien pris. Ce n'est pas là. Solaire que tu as évoqué, Valérie. Moi, je suis une vieille responsable administrative et voilà. Mais ils s'en sont plutôt bien sortis. Et j'en suis à ma 4e directrice et mon tout premier directeur est un éminent personnage puisqu'il s'agit de Daniel Lacroix. À ce moment-là, on ne s'inquiétait pas à
C'était avant la LRU et on ne s'inquiétait pas de ce R qui se promenait là, on ne s'inquiétait pas. Et puis, les directrices successives que j'ai eues, actuelles, se sont dit, si, on va s'intéresser, comme les autres, au positionnement. Qu'est-ce que ça veut dire, ce R, au sein de l'unité de formation? Et je dirais, Valérie, tu me contrediras si je me trompe, elles y ont mis beaucoup d'ardeur et beaucoup de conviction pour arriver à un résultat assez peu probant. Je vais dire, ce R, il se promène, et pourtant, il y a eu beaucoup d'idées qui ont émané de la composante sans beaucoup de résultats. Par contre, à côté de ça, on a sans cesse des demandes de subventions de colloques. Donc, quelle est notre sensation au niveau de l'unité de formation? C'est d'être une tirelire pour la recherche. Et essentiellement ça. Et malgré toutes les bonnes volontés, j'ai l'impression que ce R, il se promène. Il est là, hein, parce qu'on affiche attention, unité de formation et de recherche, mais il se promène. Or, mais moi je suis naïve. Je me dis quand même qu'on ne naît pas enseignant-chercheur ou chercheur. On le devient, ou à moins qu'il y en ait qui, là, à la maternité, le mois de mai, je suis enseignant-chercheur, moi je serai chercheur. Et je me dis que quand même, il doit falloir des bons étudiants de licence pour faire des bons étudiants de master, pour faire de bons doctorants et de bons chercheurs. Ou alors c'est qu'il y a quelque chose qui m'a échappé. Et j'ai quand même la sensation que plus les années passent, et plus on s'éloigne. Plus le R s'éloigne de la formation. Mais je ne suis qu'un petit pouce caillou. Personnel Bias. On ne fait peut-être pas partie de l'ADN, même si on continue d'y croire, etc. Donc, voilà, c'est naïvement, où va-t-on, quoi? Puisqu'en plus, on entend, mais sans recherche, point de bonne formation. Or, je me dis, mais où est-ce qu'on devrait concentrer nos efforts, que ce soit pédagogique, que ce soit financier, si ce n'est pas sur la L1, la L2, la L3. Mais moi, je ne comprends pas, mais pourtant, je ne sais pas, je suis une vieille rafle, mais il y a des choses qui m'échappent. Disons, dans l'idée de te régler l'affaire, donc tu vas être tranquille sous peu, parce que l'idée, c'est quand même de faire, au sein des universités, 2 ensembles. Alors, pour le coup, la communauté, ça fait 2 ensembles, un ensemble collège, voilà, un collège licence, et un collège, alors tu ne veux pas recherche. Donc voilà, c'est... Tu vas trouver ta place. Il y a les collèges et les écoles universitaires de recherche. C'est ça, hein, c'est ça. Alors, il y avait une question là-haut. Vous expliquez au niveau, le lien que vous faites entre la description des locaux et puis la manière dont ils sont appropriés par chacun, ça m'a fait penser au Gregorio. Et puis j'entends aussi la notion de fédérer, la notion de communauté sur laquelle on se heurte tous là, ces derniers temps. Et je me demande justement comment on fédère, comment on fait ça, comment on crée un projet là, dans lequel tout le monde peut s'y trouver un peu sa part, quoi. Enfin, je vois qu'ici on est quelques-uns quand même, on est moins qu'engagés. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on a du mal à fédérer? Pourquoi on veut fédérer? Même question, mais y compris en termes de... On se faisait la remarque entre collègues en début de semaine. Avant de partir au rectorat, là, avec ma collègue Brigitte Almidevert, on battait un peu le rappel des copains, on donnait les indications du lieu et de l'heure, parce que c'était tenu secret jusqu'au dernier moment. Des fois que, je sais pas, on pose des bombes dans le week-end qui précédait, je sais pas. Bon, bref. Et c'est vrai qu'on se faisait la remarque que, on n'est pas nombreux. Malgré tout, il y a quand même des collègues, moi je vais le dire différemment de ce que je viens de dire, mais il y a quand même des collègues qui certes ne sont pas avec nous concrètement, physiquement, mais qui ne sont pas pour autant convaincus par l'autre camp, qui sont dans un entre-deux, là, avec une nécessité il y a une injonction aussi à avancer, quoi qu'il arrive, il faut faire, on a cours, et on va faire cours, et puis on verra si demain il pleut ou il ne pleut pas, et si on a envie ou pas de faire la grève. Enfin, il y a une forme d'incapacité, oui, à se mobiliser sur un instant, sur un moment grave, et à lâcher du quotidien, parce que c'est plus le quotidien qui doit prendre le dessus. Mais alors après, pourquoi ils ne viennent pas? Franchement, c'est une énigme. Dans des licences, mais enfin, je ne sais pas vous les problèmes, mais moi
plus j'avance dans ma carrière, et moins j'ai la sensation de faire de la recherche. Il y a quand même aussi, on est happé par des enseignements de l'administratif, des lourdeurs, je vais être très vulgaire, mais des conneries qui nous happent et qui nous empêchent de vraiment faire notre métier pleinement, c'est-à-dire l'enseignement et la recherche. Quand je suis rentré à l'université, les activités administratives qu'on pouvait avoir, les activités pédagogiques, étaient prises en compte dans les carrières. Et on a vu s'installer une logique dans laquelle la prime était donnée à la recherche, au détriment du pédagogique et même au détriment de l'administratif, à tel point que ceux qui méritaient une excellence se trouvaient promus à l'Institut de France, déchargés de charges pédagogiques que d'autres vont faire. Donc on a comme ça des déséquilibres qui se font, et les carrières sont évaluées par l'excellence. C'est-à-dire on est rentré dans la logique de l'excellence. Je ne sais pas si tout est foutu, j'en suis pas sûr. Mais il y a une logique qui fait que même pendant la grève, des gens font leurs publications et participent en effet à leurs colloques, ce qui paraît surréaliste. Le monde pourrait s'écrouler, qu'ils prépareraient des colloques où on parlerait de je ne sais pas quoi, de la terminaison en latin, d'une autre, tout ce qu'on veut. Ça, c'est un problème de foi. La deuxième remarque que je me faisais, c'est que je trouve, d'un certain point de vue positif, qu'on n'arrive pas à trouver un nom commun pour les, je ne sais pas comment il faut les appeler justement, pour les acteurs de l'université. Parce que le terme de communauté, je crois qu'il est utilisé pour nous faire croire qu'on serait tous pareils. Et si on est pris dans une masse, alors il y en a un seul qui peut parler en notre nom. C'est le même principe, puisqu'on est tous égaux. À dire vrai, ça masque de grande diversité. Et je trouve, tu as fait une remarque que je ne m'étais jamais faite, c'est-à-dire que le paradoxe, c'est que le terme de communauté rend même l'excellence impensable. Puisque, si on est tous égaux, on est tous excellents, comme tu l'as fait remarquer. Alors après, je ne sais pas ce que ça vaut, mais c'est vrai que le mot communauté, il a une étymologie qui n'est pas de faire un. Je ne sais pas, moi je pense à Exposito, je crois que c'est, je ne sais plus comment il s'appelle, c'était un élève d'Agamben justement, qui dit que communauté, ça venait de communus, c'est pas moi qui ai fait du latin, mais c'est quelque chose comme la charge de chacun. C'est-à-dire la communauté, à ce sens étymologique, elle serait faite de ce que chacun a de spécifique, de ce qui fait la singularité de chacun. Si on était capable de retrouver ça, peut-être on pourrait revaloriser le mot. Mais là, j'ai peur qu'il soit utilisé dans le sens de masse, de foule, d'ensemble d'égaux, etc. Après, moi, en 1994, je crois que le Japon a procédé à sa réforme universitaire, qui a conduit quand même à laisser tomber les sciences humaines qui ont été récupérées par des universités privées. Et si on veut faire les sciences humaines, on les fait dans le privé. Les profs ont été carrément licenciés. Je veux dire, il y a eu vraiment une réforme d'une violence qui me paraît devant nous, tout à fait à portée de nous. Alors je me raccroche aux branches en pensant que l'université de Kyoto, qui est 15e, je crois, au classement de Shanghai, a une chaire de psychanalyse lacanienne, tenue par un type qui s'appelle Kosuke Tsuki. Et je me dis, après tout, si même dans ces universités d'État, il y a des universités d'État qui ont refusé ces plans de sciences humaines, d'élimination des sciences humaines, et qui quand même émargent, on a presque envie de dire, presque malgré elles, d'un certain point de vue, dans ces classements, parce qu'elles ont d'autres critères d'excellence, il doit être possible de faire autrement. L'inclusion, c'est bien qu'on a le sentiment, à différents niveaux, d'être exclu ou de... voilà. Et c'était dur de ne pas enfermer les choses quand on prend la parole et quand on fait un discours comme vous l'avez fait tout à l'heure. Je repense au moment où vous avez parlé des usagers et que vous avez tenté de définir un étudiant, le but qu'un étudiant a quand il vient à l'université, comme le fait, vous avez conclu par le fait d'obtenir un diplôme. Et là, je me suis dit, les moments de vie
le simple fait de vivre une expérience à l'université, c'est déjà un but en soi. Donc de conclure sur l'obtention d'un diplôme, je me suis dit, tiens, c'est dommage. Mais finalement, le fait d'ouvrir quand on prend la parole, c'est jamais facile. C'est pour ça que je me suis dit, après, qu'est-ce qu'on peut entendre dans tout ça? Et à tous les étages, j'ai entendu des moments de vie, des moments de vie dans la communauté éducative, dans la pédagogie. J'ai eu une pensée pour les gens qui font le ménage, pour tous ces gens qui font vivre l'université. Et voilà, jusqu'à la moquette. Bon, après, l'histoire de la moquette, ça se change, mais le lino, ça se fume pas. Donc, vous avez dit, on se demandait pourquoi on avait mis la moquette, ça se change plus souvent. Ça se fume aussi, c'est ça. Alors peut-être que je me suis mal exprimée sur le terme usager. Je n'entends pas les étudiants comme simplement à la recherche de l'obtention d'un diplôme. Je revenais juste sur la définition qui est dans la loi. Dans la loi, les usagers, pourquoi on parle de communauté éducative, les élèves et les personnels, et qu'on ne dit pas communauté universitaire, les étudiants et les personnels? Parce que dans la loi, les usagers sont définis de cette façon-là. Dans les usagers rentrent les étudiants, c'est comme ça que la dénomination est faite, les étudiants qui sont à l'université pour l'obtention d'un diplôme. Il y a alors je ne sais pas comment ils sont appelés, les agents de la formation continue, merci, c'est ça? Enfin, de la formation continue. Les stagiaires. Les stagiaires de la formation continue et les auditeurs. En fait, il y a 3 sous-ensembles. C'est pour ça qu'on va laisser croire qu'il n'y a qu'un seul ensemble. Voilà. Et c'est ces trois éléments qui donnent lieu au terme d'usager. Mais voilà, je ne faisais qu'expliciter ce qu'il y avait dans les textes. J'ai bien conscience qu'on n'est pas forcément à la recherche d'un diplôme et qu'on peut vivre d'autres choses à l'université, heureusement. Même faire du skateboard. Alors, moi je vais faire la note beaucoup plus pessimiste par rapport à cette question de diplôme. Bon, il se trouve que ça fait aussi quelques années que je roule ma bosse ici, que je suis enseignante à l'UFR de psycho. Et alors, moi je travaille justement particulièrement sur l'orientation, la question de l'orientation entre l'université, le rapport au savoir. Et donc j'ai une question rituelle, j'aime bien, depuis 20 ans, demander aux étudiants que j'ai en face de moi, qu'est-ce que vous voulez faire? Pourquoi vous êtes là, notamment en première année? Parce que la psycho, comme je dis, on n'y vient jamais par hasard, mais en même temps, on a plusieurs formes de hasard. Et justement, il y avait parmi, il y a 20 ans, quand j'ai été recrutée comme enseignant-chercheur, je enseigne depuis quelques années, mais datons-le il y a 20 ans, les étudiants de psycho de première année, qui étaient tout aussi nombreux que ces dernières années, assez majoritairement ne savaient pas pourquoi ils étaient là, dans le sens qu'ils n'arrivaient pas à le traduire sous forme d'un projet professionnel ou d'une insertion professionnelle particulière. Ils étaient là parce qu'ils avaient envie de faire de la psycho, parce que peut-être éventuellement ils passeraient un concours d'EduxP, qu'en attendant, ils n'avaient pas eu le concours en attendant, ils venaient voir ce qui se passait en psycho. C'est à peu près, moi je suis autour de la moitié d'une promotion. Après, vous aviez, il y a 20 ans, il y a eu la mode de faire psycho pour être enseignant dans le primaire, être instituteur, professeur de psycho, je sais pas si c'était déjà le cas à l'époque. Et puis il y avait un quart à peu près qui disait, moi j'aimerais vraiment faire mon métier, être psychologue. Bon, ça c'était il y a 20 ans. Cette année, je n'avais qu'un groupe de TD, certes, qui était certainement, j'espère, pas représentatif de la promo tout entière. Mais alors, j'aurais pu avoir toute la promo en cours magistral au début du semestre. Manque de bol, j'ai fait grève, je ne les ai pas eu. Bon. Alors, je verrai sous un autre angle, peut-être à la fin du semestre, si le mouvement s'arrête et quand il s'arrêtera surtout. Mais bon, le groupe de TD de première année que j'avais cette année, donc 27 étudiants, c'était de l'accompagnement du projet, à la question, qu'est-ce que vous voulez faire après? Je dis, qui parmi vous veut être psychologue? Une forêt de bras. Tous. Normal. Tous veulent être psychologues. Alors, c'est normal, effectivement, compte tenu du recrutement qui est mis en place. C'est-à-dire qu'en psycho, depuis 3 ou 4 ans, à mon grand désespoir, là aussi, on ne prend comme étudiant de psycho que ceux qui, sur les 20 choix possibles, Laurent en parlait tout à l'heure sur APB, le classer en choix numéro 1. Parce que si on prenait tous ceux qui avaient mis psycho entre le premier et le 20e choix,
On avait, Salim est là pour, il était témoin de ça, moi c'était faire, on avait peut-être 5 ou 6 000 étudiants potentiels. Alors là, tout de suite, voilà, sur les étudiants, vite, fermant les écoutilles, des fois que on soit submergé. Donc on se retrouve avec une population qui déjà est très particulière, qui a mis psycho en choix 1, bon, qui donc a priori a vraiment choisi, pas par hasard pour le coup de faire psycho, encore ça se discuterait. Et donc c'est déjà une population très particulière. Mais malgré ça, quand même, avoir, allez, peut-être pas 27 sur 27, mais je sais pas, 25 sur le groupe qui veulent devenir psychologue, déjà c'est un souci. Alors c'est un souci, pas qu'ils veulent devenir psychologue, mais bon, il n'y aura pas la place pour tous. Ça c'est le premier souci, parce qu'après, il y a un concours maintenant entre le M3 et le M1, on n'en prendra qu'une partie. Mais surtout le souci, c'est qu'ils veulent devenir psychologue parce que, et ça m'inquiète moi beaucoup, ils savent ce qu'est un psychologue. Parce qu'ils ont vu des séries à la télé, que c'est à l'époque on avait des profilers. Alors on avait des générations, n'est-ce pas Sylvie, tu te souviens, tu as vu des générations de profilers. Avec toutes les séries américaines à la gomme, alors il y a autant qu'il y a des très bien des séries policières, autant qu'il y a des trucs nulissimes. Donc ils voyaient profiler. Alors moi je cassais le rêve, parce que je sais que profiler en France ça n'existe pas. Si vous voulez être profiler ou criminologue, il faut faire du droit, passer le concours de la police, et là éventuellement vous spécialisez en criminologie. Alors là je cassais le rêve, le droit, ça fait le concours de la police, bon. Voilà. Donc cette année, ils veulent tous être psychologues, alors dans des champs divers et variés, ça je n'aurais pas su. Et comme ils veulent être psychologues, eh bien ils m'expliquent quels sont les cours dont ils ont besoin, ce dont ils se passeraient. Par exemple, mon voisin de gauche qui a l'outrecuidance de faire des cours sur l'histoire de la psychologie. Mais madame, ça sert à rien. Ça sert à rien de savoir d'où vient la psychologie, parce que nous, on va être psychologue. Oui, alors eh bien, il suffit de savoir faire passer des tests, et pas comment des entretiens, tout ça, et puis après, on sera psychologue. Oui, mais bien sûr. Moi, ça m'affole. Je ne sais pas, ça m'angoisse. Je ne sais pas ce que m'angoisse là. Mais ça m'affole. Parce qu'ils sont du côté de savoir. Ils savent. Ils savent rien, mais ils savent. Donc, alors qu'ils disent que moi je ne sache pas ça, d'accord, très bien. Pas pour eux, ça c'est sûr. Mais enfin, de là. Et du coup, il y a un très très bon documentaire que je leur ai passé, ils m'ont agacé au plus haut point. Peut-être qu'on aura l'occasion de se projeter, pas dans le cadre du séminaire, mais dans notre cadre, parce qu'il y a des DVD à la bibliothèque de psycho. Ça s'appelle 18 ans, j'entre en fac. C'est un documentaire relativement ancien. Ah, si, c'est bien. Relativement ancien, qui doit avoir maintenant une dizaine d'années, et qui montre le parcours de 3 étudiantes en médiation culturelle. Alors là aussi, la grande rigolade, parce que quand vous demandez aux étudiantes pourquoi vous êtes inscrits en médiation culturelle, ben, ça nous plaisait bien, mais on ne sait pas ce que ça veut dire, mais ça nous plaisait bien le terme culturel. Oui, elle aussi, elle déchantait, parce qu'il y avait l'histoire de la faune, de la flore, tout ça. Bon. Et alors elle s'ennuyait, notamment copieusement. Et bon, et quand je passe ce documentaire aux étudiants, ils ne font pas le lien. Ils ne voient pas que l'ennui qu'ils reprochent à certains cours sur l'histoire, tout ça, c'est exactement ce qu'elles reprochent, parce qu'elles ne font pas le tout. C'est-à-dire que la médiation culturelle, travailler dans la médiation culturelle, c'est organiser, par exemple, des expositions de photos, etc. Mais si on ne connaît rien à l'histoire de la photo, des photographes, c'est bien joli, mais comment on fait? On prend au hasard, il y en a une qui se présente avec ces photos, je vais les afficher. Non. Et ça c'est un problème. C'est un côté aussi très consumériste, finalement. On consomme sur le moment ce qui va être utile, et le reste, ma foi. Voilà, je m'appelle Valérie, je travaille dans cette université, je suis BIAT, donc personnel de bibliothèque. Je travaille dans les bibliothèques de cette université. Ce que tu dis, moi ça me renvoie au fait que l'université n'est pas coupée du monde du lycée, n'est pas coupée du collège, du primaire, puisque tout ce parcours, les étudiants l'ont déjà, toute cette logique, les étudiants ils ont déjà intégré dans leur parcours d'orientation, etc. Ils savent déjà qu'ils viennent à l'université, enfin, on leur fait croire qu'ils viennent à l'université pour un métier. Maintenant, dans les choix qu'on fait, il faut partir du collège, on demande à nos enfants déjà de se définir sur des filières. Enfin, c'est quand même ahurissant de voir tout le travail qui est fait. Donc là, ils arrivent des purs produits maintenant sur l'université, où ils ne sont pas consommateurs, mais ils savent exactement. On va leur demander maintenant de construire leur parcours. Donc effectivement, ils vont choisir, ils vont vous dire psycho de je ne sais pas trop. Enfin, certains parcours ne vont pas les intéresser, ils vont être des clients, ils vont bâtir eux-mêmes leur propre parcours individualisé. On leur demande ça, c'est dans les attentes. Et avec ce nouveau système qui remplace APB, le Parcoursup, on leur demande maintenant,
on va les prendre parce qu'ils vont avoir des compétences. C'est-à-dire que quand ils vont arriver face aux enseignants, ils ne vont pas avoir la même position. Ils s'estimeront avoir des compétences et vous devrez leur donner le savoir qui va correspondre aux compétences et à leurs attentes. On va avoir des populations complètement différentes. Et ça ne m'étonne pas la réaction qu'il y a aujourd'hui de ces étudiants-là. Voilà, l'université est en train de perdre de sa, ce que disait l'étudiant, une partie de ses missions qui est aussi de transmettre du savoir hors des diplômes. Un savoir pour tous hors des diplômes. Et là, on est en train de le perdre par tout un travail qui est en amont de sélection, puisque notre système ne sert qu'à ça, scolaire, à sélectionner, à éliminer, à établir des compétences. Voilà. Et le résultat, il se fait déjà sentir dans les premières promotions, mais ça va être encore plus dur dans les prochaines promotions. Parcoursup, ça va achever le processus. Enfin, il me semble que ça va être à la marge des parcours individualisés, les errances qu'on a eues, que beaucoup ont eues dans leur parcours universitaire en tout cas, ça va se limiter. Et ça va se limiter d'autant plus dans les classes populaires, puisqu'on va arriver avec les super étudiants qui vont arriver, ils vont avoir compris les métiers, ils vont avoir des attentes très particulières parce qu'ils ont des compétences pour comprendre ce qui se passe dans le monde du travail, de par leur entourage, leur famille, leur lecture, leur habilité intellectuelle et culturelle. Et puis avoir tous ceux qui vont rester, qui vont être perdus sur le chemin. Et c'est une vraie question. Parce qu'à l'époque, l'université, elle permettait ces errances individuelles de se rattraper dans un parcours universitaire. Je ne sais pas si ça va être possible dans le prochain scénario. Ça ne l'est plus, c'est sûr. Il y a Juste un mot au passage sur la question des compétences. Enfin, ce qui est très particulier, c'est qu'on peut même finalement avoir le sentiment, dans ce que vous dites, que les futurs étudiants ne viendront même pas chercher un savoir à l'université. Ils viendront chercher une sanction de leurs compétences, une validation de leurs compétences avec un diplôme. Et effectivement, on voit que tout d'un coup, ça n'est absolument pas l'idée de la recherche, de la découverte d'un savoir qui va pouvoir leur permettre de s'orienter dans les diplômes, dans les filières, etc. C'est vraiment quelque chose d'autre. Voilà, après je vous rejoins sur l'analyse. Patricia, je parle souvent sur les différences sociologiques, de classe, etc. Je pense que cette réforme, elle est vraiment politique. Oui, on veut nous faire croire que ce n'est pas idéologique, que les ministres qu'on a maintenant, ils sont ni de droite ni de gauche. C'est vraiment une réforme idéologique qui s'attaque vraiment aux classes populaires. C'est vraiment quelque chose de... Et moi, je le vois aussi dans le discours. Bon, tout à l'heure, on avait une analyse du discours de la vice-présidente et du monde de la recherche, qui se coupe complètement, qui est hors sol par rapport au monde universitaire, mais décomplexé comme pas possible. Cette classe dominante, quand on entend la vice-présidente s'adresser aux étudiants, c'est vraiment la classe dominante qui s'adresse au reste. Et ça, je pense que maintenant, c'est complètement décomplexé. Et il y a un hiatus vraiment fort avec ceux qui se revendiquent de cette recherche-là. Je ne dis pas que tous les chercheurs sont comme ça, mais quand même, il y a ce monde-là ne fait pas partie de l'autre monde. Et ne cherche pas. Et d'ailleurs, s'appuie sur la lettre des vœux, elle est exemplaire à ce niveau-là. On a besoin de l'autre monde, mais on peut faire sans. On peut s'en exonérer, puisqu'on fait partie de l'élite. Ah ben c'est et c'est vraiment ça, je pense, qui fait qu'aujourd'hui, c'est violent, l'affrontement qui se passe. C'est vraiment l'affrontement de classe, je ne le minimise pas, je pense que c'est ça qui se passe, qui se joue. Alors on ne veut plus en parler parce que parler politique, maintenant, il faut faire attention. Mais au fond, est-ce que c'est pas de ça qui se passe? Est-ce qu'on ne sent pas un grand chambardement? Valérie, c'est aussi que quand même, on a actuellement un président qui considère que rien n'est politique et que tout est possible, le blanc et le noir confondus. En même temps, oui, c'est l'autre fameux en même temps, et c'est pas par hasard s'il a mis un technicien de l'éducation comme ministre de Blanquer, c'est un politique, il le dit lui-même. Il est un technicien, à part qu'il fait de la politique. Oui. Mais il se revendique comme un technicien. Finalement, en amont, il y a peut-être un problème, il y a quelque chose qui pose problème dans le rapport au savoir et dans le rapport au travail. Je pense que c'est vraiment ce qui est interrogé ici, c'est-à-dire que le savoir est devenu vérité. Et donc c'est pour ça qu'on se retrouve avec le profilage et tout ça dans un esprit de je vais dire la vérité sur quelqu'un, mais ça c'est vraiment que vous parlez en tout cas dans la psychologie, où déjà une idée un peu plus étayée
conserver. Et puis après, dans le travail, il y a aussi une idée dans laquelle on est aussi un peu élevé, ou dans laquelle on baigne un peu tous, c'est que c'est important de faire un travail dans lequel on est compétent. Déjà, ça me pose question, cette notion de compétence qui reste à définir. Et puis, dans un travail, on parlait tout à l'heure de la notion de ingrat ou pas ingrat, etc. Il y a vraiment, il faut qu'on aime ça en plus, il faut qu'on aime travailler. Alors quand même, dans le travail, il y a la notion de tripalium, il y a quand même beaucoup de choses derrière qui ne sont pas totalement liées au plaisir. Et donc, enfin bon, il y a tout un regard qui est porté à la fois sur le savoir et à la fois sur le travail. Et je trouve que dans la question de l'université ou de l'orientation, c'est des choses qui se posent et qui posent problème aujourd'hui parce qu'on ne réfléchit plus peut-être en tant que je viens à l'université pour cultiver un intérêt, pour cultiver mon esprit, mais je viens parce que dans une logique d'accumuler des compétences, d'accumuler des vérités pour les vendre sur le marché plus tard. Et je pense que c'est toute cette logique-là aussi qui empêche quelque chose de la pensée et qui empêche une identité, enfin ce moment justement par l'adhérence aussi tout à l'heure, donc ce moment aussi pour se rencontrer, etc., qui peut-être normalement est offert à l'occasion des études à l'université, mais peut-être aussi avant, parce qu'il y a aussi un avant l'université. Donc voilà, ça me fait associer un peu à ces notions-là. J'ai assisté à une conférence qui était organisée à la Bourse du Travail par des camarades de la CGT Éducation. Ils avaient invité Nico Hirt qui travaille sur les questions de pédagogie par compétence. Il y a toute une évolution de la pédagogie où maintenant on réinvente une pédagogie où l'élève va chercher directement les réponses mais sans apprendre le raisonnement qu'il y a derrière pour trouver lui-même la réponse. C'est-à-dire que si il ne connaît pas la technique pour aller chercher la réponse, il ne la trouvera jamais de lui-même. Or, jusqu'ici, on nous apprenait à comprendre tous les raisonnements qui amenaient vers toutes les théories et qui nous amenaient petit à petit vers la réponse. Et même si on ne se souvenait plus d'un résultat, on était capable de le trouver par nous-mêmes. Et aujourd'hui, c'est ça, c'est-à-dire qu'on petit à petit, les collègues du secondaire déplorent qu'on veuille leur imposer cette pédagogie-là qui fait que l'élève va considérer qu'il va juste chercher sur Internet telle information dont il a besoin, mais il peut s'exonérer de tout le reste. Et c'est comme ça qu'on s'exonère de l'histoire, qu'on s'exonère de la culture, parce qu'on trouve qu'on n'en a pas besoin. Et ça fait quand même un peu peur. Et ça explique aussi qu'aujourd'hui, on ait certains étudiants qui considèrent qu'ils peuvent choisir et qu'ils savent ce qu'ils ont besoin et ce dont ils n'ont plus besoin. Et ils ne se rendent même plus compte que ce qu'ils pensent qu'ils n'ont pas besoin, c'est encore plus important que les éléments dont ils pensent avoir besoin. Et ça concourt à aussi faire en sorte que l'être humain ait de moins en moins un esprit critique, qu'il accepte tout ce qu'on lui dit comme étant une vérité. Aujourd'hui, on considère que les gens qui critiquent, qui remettent en cause ce que les médias peuvent leur opposer, ce sont des gens qui sont pessimistes, qui n'ont pas compris. C'est vrai qu'on nous dit à chaque fois qu'il faut faire preuve de pédagogie. On voit même ça quand même dans des profils de poste pour la commune. On avait un profil de poste de gestionnaire financier et parmi les compétences attendues, il y avait la pédagogie. Et oui, parce qu'on ne comprend pas. Mais aujourd'hui, l'esprit critique, c'est plus une qualité, c'est un défaut. Ça veut juste dire qu'on manque de compétences, finalement. C'est terrible. Par rapport aux étudiants de L1 et même la génération que là où moi par exemple je suis en L3 et c'est vrai qu'effectivement on peut remarquer qu'il y a une espèce de préférence pour certaines matières, pour certaines JE ou même d'attente en particulier que les étudiants ont vis-à-vis de l'université actuellement, mais c'est aussi tout simplement parce qu'en fait on est dans une société où en fait il faut qu'on soit cohérent dans nos choix et qu'on sache déjà ce qu'on veut faire, qu'on ait un parcours centré.
Là, par exemple, je suis représentante et je suis à la commission sélection qu'il y a eu du coup pour présenter pour créer les critères de sélection pour le master, donc c'est génial. Et concrètement, on nous demande dedans d'expliquer pourquoi est-ce qu'on a choisi tel UE, à quoi va servir cet UE-là en particulier. Et en fait, on oublie toutes les autres UE qui peuvent également nous apporter des connaissances. Ça va être vraiment de la fixation sur certaines UE, ça va être si tu n'as pas eu 14 à l'UE là, mais que tu as eu 15 à une autre, tant pis pour toi. Il y a ça, il y a aussi au niveau par exemple des CV où je fais lien aussi avec Parcoursup là pour la rentrée, où en fait concrètement on va devoir, parce que là pour les modalités de sélection pour les M1 et M2, ça va être CV, lettre de motivation, enfin c'est plein de choses où au final il va falloir qu'on spécifie et en fait on n'a même plus le droit à l'erreur. Donc il y a ça, et même par rapport à Parcoursup au niveau des lycéens et des bacheliers, en fait déjà ça va être qu'un seul CV identique pour toutes les filières où on va postuler, donc il n'y a même pas la possibilité de pouvoir spécifier ou même d'argumenter en fonction des différents vœux qu'on veut faire. Ensuite, il n'y a même plus la notion de plaisir pour faire des études. On ne pourra même plus aller dans le sud, exactement. C'est ça. Les psychologues diplômés, ce que ça devient. Ce psychologue ici est à l'université. Orienté par le GPS. Voilà, tout à fait. On va être orienté par Parcoursup, c'est exactement ça. C'est très, surtout qu'en plus, Parcoursup, il faut savoir que c'est une formation qui utilise un logiciel qui existe également en Grande-Bretagne, qui s'appelle Lucas. Et en fait, c'est un logiciel qui est connu pour être très sélectif, vraiment sélectif. C'est même plus... c'est du n'importe quoi. Et moi, par exemple, en début d'année, on avait tenu des tables pendant 3 semaines par rapport aux lycéens qui n'avaient pas été pris à l'université avec le tirage au sort à PB. Sincèrement, j'ai peur pour la rentrée avec Parcoursup, mais vraiment, parce que quand on voit que le gouvernement nous dit oui, bon, s'ils n'ont pas de place à l'université pour la rentrée, on leur trouvera comme on a fait avec Trouver mon master pour un goût. Clairement, non. Là, franchement, j'ai peur pour les personnes qui vont vouloir reprendre des études, j'ai peur pour les personnes qui vont vouloir arrêter de faire des études et qui voudront reprendre plus tard, j'ai peur pour les lycéens, j'ai peur pour moi-même, franchement, on est dans une génération, on est dans une année où c'est de la boucherie, pure et simple. Voilà. Il y a une pression sur les étudiants. Je vais évoquer parce que je fais partie des gens qui avaient mis en place ce cours d'histoire de la psychologie en première année et où au contraire on essayait de donner des tas de choses qui étaient à côté de la psychologie, notamment de l'épistémologie, de la réflexion philosophique, etc. Et à partir des années 80, un peu de 83, c'est-à-dire quand le numerus clausus a été introduit dans ce qui s'appelait alors les DESS. La question de « voulez-vous devenir psychologue ?» devenait cruciale. Je l'ai posée à peu près pendant 30 ans. Ah, toi aussi, Marie-Jean. Je ne vais pas dire combien de temps, mais très longtemps, chaque année. Et on avait des promos qui sont allés jusqu'à 1600 étudiants. La majorité, ceux qui voulaient faire psycho, c'était à peu près par rapport à cet amphi ici, on va dire 4 rangs qui voulaient faire psycho, toute orientation confondue. Alors, la deuxième remarque, c'est les autres. Qu'est-ce que vous voulez faire? Alors, il y avait un inventaire d'un peu tous les métiers du social. Mais la grande majorité venait en psycho pour apprendre à se connaître eux-mêmes. Nous, on gueulait contre ça. On se disait, mais c'est pas possible, qu'est-ce que c'est du temps perdu? Je vous promets que ça nous faisait bizarre. Or, ce sont beaucoup de ces étudiants-là qui sont restés jusqu'au bout. Ils sont restés jusqu'au bout parce qu'ils ont trouvé dans le savoir universitaire, c'est pas propre à la psycho, de quoi penser leur rapport au monde et inventer leur métier. C'est-à-dire, ils n'ont pas confondu, on pourrait dire, le savoir technique qu'ils sont quand même allés chercher, avec le fait que le savoir, ça puisse servir à autre chose. Moi, je crois que c'est cette autre partie qu'il faut qu'on se débrouille de réintroduire, quelles que soient les réformes. Et je vais vous dire mon cauchemar, je l'ai eu ce matin, de la part d'une étudiante avec qui je suis resté en lien pour des raisons mystérieuses comme les croisements de l'existence sur le fond. Et il se trouve qu'un téléphone ce matin chez moi, c'est pas moi qui ai pris le coup de fil.
Et la personne qui a pris le coup de fil me dit, tu te rends compte, elle est diplômée depuis 4 ans. Elle a un diplôme de neuropsychologue. Grande partie formation ici, entre ici et Rennes. Et elle dit à la personne qui a pris le coup de fil, mon cabinet, bon, elle s'est installée dans une ville de Midi-Pyrénées, dans lequel, tu comprends, il n'y a pas de neuropsychologue, mon cabinet marche du feu de Dieu. Je m'achète un appartement. Eh bien, je me disais que les étudiants, moi, que j'ai connus, si ça marchait du feu de Dieu, ils m'auraient parlé de leur clinique et pas de leur appartement. Je crois que c'est ça. Ouais, c'est ça, je vais y aller. Sur la question de l'utopie qui a été évoquée déjà la dernière fois, qui vient d'être réévoquée, finalement, quelle université on désire. Et j'ai l'impression qu'on commence à y répondre en disant ce qu'on ne veut pas. Et je trouve intéressant peut-être de le notifier et peut-être de commencer un travail là-dessus. De ce que j'ai entendu, en tout cas, c'est que les gens ne veulent pas une université, on ne veut pas une unité et on ne veut pas une université qui formate, c'est-à-dire qui forme des gens à partir d'unités de connaissances. J'ai cru entendre ça. Ce qui signifierait finalement, je ne sais pas comment le formuler encore, mais restituer peut-être à la question du savoir quelque chose d'être de mauvaise. Je ne sais pas comment le formuler encore. On ne veut pas une université qui exclut. Et on ne veut pas forcément une université qui inclut, en tout cas dans les termes qui sont sous-entendus aujourd'hui. Donc peut-être, bon, j'utilise avec les mots dont je dispose, une université qui ménage un peu une place à l'inconscient, notamment sur ses choix un peu évasifs. Finalement, on est parfois choisi notre orientation à partir d'un signifiant, on ne sait pas ce qu'il y a dedans. Et même si ça rate, finalement, on continue à s'en orienter plus tard. Parce qu'on ne se laisse pas ça, alors du coup, peut-être que ce sera ailleurs. D'où le problème finalement avec Parcoursup. J'ai cru entendre, en tout cas j'ai envie d'entendre, j'ai envie d'entendre l'idée qu'on ne serait pas fondé sur l'adhésion aussi, ou sur l'idée de convaincre. Parce que finalement il y a quand même un débat là-dessus, même politique. On n'est pas fondé sur l'adhésion. Pas fondé sur l'adhésion. Ils n'ont pas entendu justement ici. Donc j'ai dit, on n'est pas fondé sur la volonté de convaincre. Et du coup, il y aurait certainement aussi, au-delà de l'enseignement à l'université, quelque chose au niveau de la politique à construire autour de ça. Et finalement, c'est peut-être pas en cherchant à convaincre, finalement, qu'il se passe certaines choses. On ne veut pas d'une université qui serait fondée sur l'idéologie de marché. Je crois que c'est aussi quelque chose qui serait peut-être important à spécifier davantage. Et on ne veut pas d'une université non plus qui ne permette aucune rencontre, c'est-à-dire avec effectivement des petits box où chacun fonctionne dans son petit box et où finalement il n'y a pas de rencontre aussi intergénérationnelle, mais il n'y a rien. Et à se faire ni inter, je ne sais pas comment dire, professionnel, même si on pas mais disciplinaire, mais pas que. Aussi, effectivement, il y a parce qu'on ne se résume pas qu'à ça. Voilà. Bon, c'était pour faire une petite liste de ceux avec lesquels on n'était pas d'accord. Il y a certainement beaucoup de choses, mais peut-être qu'il y aurait quelque chose à travailler sur cette question. En tout cas, moi, c'est une question qui m'intéresse, donc je vois ça. Enfin, beaucoup des choses que je voulais dire ont été dites entre-temps. Mais après, moi, je voulais souligner, même si c'était quand même implicite ici, le fait que c'est très difficile de se positionner en tant qu'étudiant dans un cursus et que finalement le souci de sélection et tous les enjeux qui y sont liés nous donnent peu de place à éventuellement se réorienter ou voilà, on parlait d'erreurs et de ne pas faire d'erreurs tout à l'heure et c'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup et qui par souci d'efficacité on va dire de rapidité d'efficacité et on est poussé à cette consommation dont on parlait par rapport à tel lieu qui est moins important que d'autres et aller au vif du sujet et à ce qui semble essentiel. Et je trouve que c'est dommage parce que ça ferme beaucoup de portes. On en oublie parfois même l'intérêt qu'on en a pour les matières, pour la filière dans laquelle on s'est inscrit. Et je trouve que c'est une
parliez tout à l'heure des différents discours entre les étudiants qui arrivaient en licence avant et ceux qui arrivent maintenant. Et je pense que c'est lié à ça, parce que finalement, cette idée de savoir dans quoi on va et de vouloir faire ça à tout prix et d'avoir aussi le diplôme, c'est lié à tous ces enjeux qui sont liés au peu de place, au peu de moyens aussi, et à l'angoisse, je pense, d'obtenir quelque chose au bout. Et je pense qu'on est... C'était dans notre société à l'heure actuelle, parce que si on regarde, on parlait tout à l'heure, elle est partie, c'est qu'il parlait du F et du R, du FR, donc formation et recherche, mais la formation, il y a toujours quelque chose qui m'a posé problème dans la logique de toujours vouloir former plus de gens. Alors c'est bien qu'il y ait plus de savoir, qu'il soit dispersé, mais si c'est une logique de former pour avoir un métier plus tard, le fait d'avoir plus de gens ne fera pas qu'il y aura plus de travail, plus d'emploi par la suite. C'est-à-dire que la fonction de massification pour avoir un emploi, pour protéger, on nous dit toujours, le diplôme, il protège du chômage. Souvent, il y a ce discours-là qui est donné pour inciter les gens à faire des études supérieures. Or, il n'y a pas forcément plus, c'est pas parce qu'il y a plus de diplômés qu'il y a forcément plus d'emplois par la suite. Et en fait, tant qu'il y aura la lutte pour le pain, en quelque sorte, entre êtres humains, pour avoir un travail, cette recherche de savoir un peu idyllique, je trouve qu'elle est vouée à un échec, parce qu'on parlait tout à l'heure du basculement entre les étudiants qui au début ne savent pas trop pourquoi, on disait qu'il y a quelques années, ils ne savaient pas trop pourquoi ils étaient en psycho, et maintenant ils vont chercher un métier. C'est peut-être un peu là-dedans qu'il faut chercher, c'est qu'il n'y a plus... Avant, il pouvait y avoir l'idée, je me souviens au collège, on me disait « Oh, t'as de la chance, tu auras le plein emploi quand tu arriveras sur le marché du travail. » Je doute que ce soit le cas à l'heure actuelle. Tu l'as cru? Voilà, non, pas vraiment. C'était les 3% de Jospin qui étaient en pleine, optimiste. Donc en fait, c'est ça que je voudrais voir. Et puis aussi le problème de la recherche, où des fois, moi, on m'avait demandé, quand je faisais mes études en psycho, est-ce que tu voudrais faire de la recherche? Alors si c'était pour faire de la science, alors j'étais à fond. Par contre, si c'est pour être gratte-papier, pas forcément. Remplir des tas de questionnaires pour l'administration ou faire des recherches qui ne suivent que des modes, que ce soit par le mode de recherche, enfin, le type de questionnaire et tout ça, ça ne m'intéressait pas. Donc voilà. Mais justement, et en plus cette recherche qui cherche un peu l'élite, comme on disait tout à l'heure, se coupe d'une certaine réalité, se coupe de ce que l'on est. Moi, ce que je trouve toujours dommage dans les formations universitaires, c'est qu'on met beaucoup de temps à passer au terrain. On passe beaucoup de temps à apprendre des choses. Mais à un moment donné, on a l'impression que ces choses ne sont plus liées à la réalité du métier. On commence en L3, après en master, et j'ai vu pas mal de gens se rendre compte que finalement, c'était peut-être pas ça qu'ils voulaient faire. Peut-être que s'il y avait eu avant, ça aurait pu être intéressant. Bon, voilà. Après, je voulais juste répondre à deux, trois questions qui avaient été posées. Sur d'abord, une remarque sur la question du technicien. On nous présente souvent... comme « Ah non, moi je suis pas politique, je suis technicien ». Pour moi, c'est un leurre, ça montre à quel point le discours de la classe dominante, il est faible en réalité. Parce qu'on est obligé maintenant d'être légitime, c'est plus convaincre, c'est plus argumenter, c'est mettre quelqu'un avec un titre, le titre de technicien. Il doit savoir, forcément, parce qu'il est technicien, il sait. Comme on a fait en Italie, où on avait mis à la place du gouvernement, parce qu'on n'avait pas formé un gouvernement, il y avait une crise sociale importante, on avait mis un technicien pour faire toutes les sales besognes, et on disait « Ah non, mais il n'est pas politique, il est technicien ». Soi-disant, parce qu'il est technicien, il devrait mieux savoir. Et donc, il faut se méfier de ce genre de terme, comme on disait tout à l'heure, et répondre à la question pourquoi il est difficile de motiver, de faire qu'il y ait plus de gens, de convaincre. Moi, je dirais qu'il y a plusieurs choses. Il y a d'abord une peur de la crise, parce qu'on le sent, les craintes qu'on entend, on sent qu'on est à un point charnière où
en quelque sorte, le monde ne va plus être comme avant. C'est plus aussi simple de se tromper dans son cursus. Il faut avoir un CV bien chargé pour pouvoir aborder le marché du travail plutôt sereinement. Et cette crainte de la crise, c'est toujours difficile de sortir de sa zone de confort. Ou aussi, on a un esprit un peu réactionnaire, dans le sens où tant que les solutions que l'on a, tant que les solutions du passé fonctionnaient, pourquoi les changer? Et donc à un moment donné, on peut continuer, par exemple quand il y a eu la crise, on se dit on va serrer un peu plus la ceinture, ça va peut-être passer. On va continuer à travailler comme avant, on va être accepté de faire des heures sup et tout ça, mais à un moment donné, le réel, il est têtu. On se rend compte que c'est pas possible de continuer comme ça. On va dans une société qui se déshumanise de plus en plus. Et du coup, c'est à nous d'inventer des nouvelles solutions, d'inventer un nouveau discours, de changer. Parce qu'on défend une fac, mais sérieusement, même la fac d'avant, elle n'était pas géniale. On défend la fac parce qu'on se rend compte que ce qu'ils nous proposent, c'est encore pire. Mais la fac d'avant avait ses propres problèmes. Donc voilà, je voulais juste finir sur ça. C'est l'idée, c'est qu'on est là, c'est le début, justement, d'aborder, de réfléchir sur la situation. D'essayer de trouver des solutions collectivement. Et il ne faut pas s'inquiéter pour ceux qui ne nous rejoignent pas tout de suite dans cette lutte-là. Parce que les événements de la société comme elle avance, ça va les pousser de toute manière à se poser des questions. Il va y avoir des nouvelles crises, des nouvelles réformes. Toute la classe dominante, en fait, elle-même, elle se charge de remplir nos rangs, avec toutes les attaques qu'ils font sur notre mode de vie et sur la société inhumaine qu'ils essayent de nous proposer. Si, c'était par rapport oui, à l'orientation post-bac qui fait qu'il y a des étudiants qui arrivent et qui veulent tous faire psycho. Tout à l'heure, Patricia, vous avez parlé d'une situation de TD. Et moi, ça m'a fait penser au stage que je vis en ce moment. Je suis en stage dans un milieu carcéral. Et on reçoit des détenus qui viennent en entretien, mais la demande, c'est jamais la leur. Enfin, au départ, c'est toujours la demande de l'autre, qui fait qu'ils arrivent en entretien pour demander des RPS, des remises de peine, des choses comme ça. Pas toujours, mais bon, il y a toujours une demande comme ça qui a été formulée par quelqu'un d'autre. Et alors ça m'a fait penser un petit peu à ce post-bac là, qui fait qu'il y a beaucoup d'étudiants qui arrivent en psycho qui n'ont pas trop de projets là-dessus. Et ce que ma maître de stage me disait, Teddy, tu sais, il faut qu'il y ait une rencontre. Et de cette rencontre, après le défi, c'est que la demande de l'autre pour le sujet devienne la sienne. Et ça rejoint un petit peu ce que M. Soré disait tout à l'heure, que j'ai l'impression que tout le défi est là finalement, que de ces jeunes qui arrivent en psycho sans trop savoir, mais il y a quelque chose. Ils viennent là peut-être un peu curieux. Pas par hasard. C'est pas par hasard. Et que tout le défi finalement est là, mais pas qu'en psycho. Là, ça me vient tout de suite, c'est pas forcément qu'en psycho, c'est dans toutes les filières de l'université, finalement, c'est un petit peu ça. Et ce qui est triste, encore une fois, c'est d'enfermer. Alors, j'entendais tout à l'heure, je me rappelle plus ton prénom. Mireille qui disait que... Emeline. Emeline, pardon, j'avais pas entendu. On peut garder Mireille. Rien à voir. Emeline qui disait on n'a pas le droit à l'erreur. Et c'est ça qui est dur d'arriver dans une formation comme ça, partie pour vivre des moments de formation, des moments de vie, peut-être se trouver soi-là, parce que c'est ça que la question qu'il faut. C'est est-ce que je veux bien être psychologue, est-ce que je veux bien être sociologue, je ne sais pas quoi. Et que là-dedans, ça échoue parce qu'il faut avoir des
il y a des obligations d'objectifs, de notes, de rentabilité. Donc voilà, il y a cette peur qui apparaît d'échouer, mais est-ce que c'est échouer finalement dans le projet d'obtenir un diplôme ou de... Non, je pense plutôt que derrière, c'est d'échouer sur une quête d'un projet de vie. Donc voilà, ça m'a fait penser un petit peu à ça, ce que tu disais tout à l'heure. Je vais faire simple, mais ironique quand on est en psycho, et c'est stressant, surtout pour les L3, et je ne suis pas la seule à dire ça, mais on est mal informé, on ne sait plus qui détient la vérité, parce que chacun nous donne une version. Au jour d'aujourd'hui, on est perdu, c'est le mot. En L1, en L2, autant j'ai choisi psycho par amour et tout, mais autant que L3, c'est stressant, ça s'est retourné contre nous, et c'est le chaos, et c'est triste parce qu'on est quand même en psychologie. Et là, surtout avec la sélection, ça veut dire, moi, j'ai toujours voulu être dans la psychanalyse. Si je ne suis pas acceptée, je sais que, par exemple, je ne pourrais pas être hors Toulouse. Ça veut dire quoi? Ça veut dire c'est au revoir. Du coup, tout ça, tout ce qui se passe, je voulais juste te dire que c'est très, très, très angoissant. Et limite, ma voix, elle tremble, mais voilà. C'est vrai que c'est... Alors, comme je disais, la sélection, elle existe, mais la sélection par les notes, par le travail que vous produisez ou que vous ne produisez pas, c'est une sélection classique que vous connaissez depuis, mais la forme de sélection, la violence en tout cas avec laquelle on vous impose une sélection, finalement, il faut en extraire certains parmi, une promotion. Mais pour nous, c'est une violence inouïe aussi. Moi, l'année dernière, on s'est battu parce qu'il y avait eu la bonne idée de passer en cours d'année de la sélection à la fin du M1 à la sélection d'entrée en L2-3, annoncer ça des étudiants en janvier, février, c'est épouvantable. On s'est battu, on a fait ce qu'on a pu, on a fait reculer d'un an, mais moi, je vous le dis très honnêtement, circulent actuellement des documents qui vont soi-disant nous servir à sélectionner donc, les étudiants entre le L2-3 et le M1. Je ne peux même pas les ouvrir. Je suis sous couvert de mon collègue qui est responsable du M2 et qui contribue à l'élaboration aussi de ces documents. Je ne peux même pas les ouvrir tellement c'est inouï. Bon, alors c'est évidemment, je ne me mets pas à votre place, je ne confonds pas les places, mais sachez que même pour nous qui en passons par ce système-là, ça n'a rien de naturel, d'évidence, et c'est aussi très violent pour nous. Moi, j'en suis vraiment... j'ai bataillé pour qu'on maintienne l'entrée à la fin du M1 parce que ça a un autre sens. Voilà, les étudiants en M1 travaillent quelque chose qui ne se travaille pas en licence. C'est pas vrai. Il y a une mise au travail en M1 qu'on n'a pas en licence. Et moi, j'ai la sensation très désagréable que je vais procéder à une forme... Comment je pourrais dire ça? Non, pas l'abattage, une forme de tirage au sort, presque, c'est au petit bonheur la chance. Voilà, c'est une intuition, ah ben tiens, pourquoi pas lui, pourquoi pas elle. On ne recrute pas dans la mesure où, en rentrant en M1, on considère qu'on forme des psychologues. Autant en licence, où moi je ne forme pas de psychologue, je forme des étudiants qui sont intéressés par la psychologie, c'est pas pareil. Mais à partir du M1, théoriquement, le M1, le M2, après étant dans le CND, on est censé former des psychologues. Moi, j'ai l'impression que je tire au sort des futurs psychologues. Et c'est pas qu'une impression, c'est un peu... Alors, il y avait Bernadette. Si on en revient au conflit qui scinde notre fameuse communauté universitaire, et pour en revenir aussi à ce qui a été exposé en tout début sur la violence, et le fait culturel qui permet de contrebalancer cette violence, me sont venues ces réflexions. Voilà, ce qui fait barrage à la barbarie, c'est le symbolique. Et le symbolique, c'est le langage. Et ce qui me pose question, c'est que dans les discours des partis qui sont en lice actuellement, c'est l'impression qu'il existe 2 ou même plusieurs langages. Ce qui bat justement en brèche cette notion de communauté.
tellement mis en avant. Et bon, deux ou plusieurs langages où les mots et les notions n'ont plus le même sens, où on ne s'entend plus. Ces langages qui ne se comprennent plus, qui ne s'entendent plus, cela ne tire-t-il pas vers, si ce n'est la barbarie, en tout cas vers des formes de tyrannie. Et des formes de tyrannie où l'une des parties impose à l'autre, impose irrémédiablement à l'autre. Et on assiste quand même à cette montée des tyrannies, la pensée unique, le tout numérique, ou bientôt, si vous n'avez plus d'ordinateur, si vous n'avez pas d'ordinateur chez vous, vous allez aller en prison, vous ne pouvez plus faire votre déclaration d'impôt. Ben, c'est d'une violence inouïe. On impose à tout un chacun une façon de vivre. Et voilà, quand tout ce lien symbolique est coupé, est-ce que ce n'est pas... Enfin, moi, je pense que oui, mais on retourne vers la barbarie. Et voilà, tous les discours le prouvent. On retourne à une violence inouïe faite à tout un chacun. Choix en tant qu'étudiant et de persister et de se battre pour ses choix, ça peut nous rendre un peu finalement superficiels dans l'approche qu'on a de ce qu'on fait. Parce qu'on ne le fait plus parce qu'on aime le faire, ou voilà, mais juste parce qu'on doit faire quelque chose. Et ouais, cette perte de sens, elle est un peu triste, quoi. Mais c'est pareil. Ouais. Le fait que même s'il y a une sélection officielle, il y a aussi tout ce qui est latent, tout ce qui est subjectif, qui finalement vient sans tellement qu'on voit venir, j'ai envie de dire. Et enfin, moi, par exemple, pour ma part, j'ai été étudiante en licence sur API. On n'était pas censé être sélectionné ici pour pouvoir entrer en Master 1. Et finalement, la sélection s'est plus ou moins faite quelque part par manque de place. Donc en fait, j'ai l'impression d'être un peu doublement sélectionnée, même si c'était une sélection qui n'était pas dite officiellement, etc. Et par rapport à tout ce qui est de l'ordre de à quoi se référer finalement pour se repérer, savoir comment on va pouvoir poursuivre finalement nos études, c'est une angoisse, mais c'est une fois de plus difficile de se positionner. La remarque qui vient d'être faite là, en fait moi j'ai l'impression que cette sensation de ne pas savoir, elle vient sur la question de la sélection beaucoup du fait que pourquoi cette sélection-là elle est mise en place, c'est décidé pour des enjeux qui dépendent de celui de l'université en fait. En AG de clinique, une fois il y a un professeur qui a demandé à un responsable de master pourquoi il y avait 25 places dans ce master et pas 200. Et il a invoqué deux raisons. On n'a pas suffisamment de personnel pour former 200 étudiants en master 2. Voilà. Et l'autre raison qu'il a invoquée, c'est qu'il avait une responsabilité par rapport au marché de l'emploi. Il ne pouvait pas mettre 200 étudiants ou étudiantes formés en psychologie. C'est pas qu'il ne serait pas capable, c'est qu'il estimait qu'il avait une responsabilité par rapport à ça. Et moi, c'est le genre de raisonnement qui m'interpelle beaucoup parce que dans quelle mesure il a une responsabilité plus vers le monde de l'entreprise et le marché du travail que vers des étudiants qu'il le dit lui-même. Donc des fois ça m'arrive de croiser d'anciens de mes étudiants à la caisse, au Lidl ou je sais pas, et il me dit j'ai pas été assez bon, mais il n'y a rien qui change. Alors, moi j'ai l'impression que cette espèce de le fait de ne pas savoir où on en est, c'est parce que l'université aujourd'hui, elle n'est plus maîtresse de ce qui se passe chez elle. On sélectionne, non pas pour des raisons de... On donne pas le titre de psychologue aux gens qui peuvent devenir psychologues parce qu'ils auraient des compétences, on estimerait que non, c'est parce qu'on en prend un petit nombre, parce que ailleurs on nous a dit que c'était le nombre qu'il fallait qu'il y ait. Voilà, c'était la sensation que j'en avais. Pas vraiment, mais plus il y aurait de psychologues, plus on pourrait se considérer qu'on en a besoin. Ça pourrait aussi créer le besoin, c'est-à-dire qu'un afflux de psychologues pourrait faire émerger des besoins, des demandes particulières envers des psychologues. Alors là, comme il n'y a pas de psychologue, il n'y a pas de besoin. Ça peut renverser le raisonnement. C'est peut-être moins flatteur, mais on parlait tout à l'heure de classe dominante.
et de discours de domination, etc. Pour avoir été représentant en CUFR et avoir dû plusieurs fois me battre pour défendre la condition précaire des étudiants et des étudiantes, notamment sur la question du CED, où on nous a expliqué que les étudiantes et les étudiants qui étaient au CED, c'est parce que finalement c'était des flemmards, ils ne voulaient pas venir en cours. On voit bien qu'il y a quelque chose qui relevait de la rupture entre ce qui est effectivement ce qu'on vit, nous, les étudiantes et les étudiants, et puis l'idée que finalement, on n'est pas assez bon. Ça renvoie à toutes les considérations qu'on a eues tout à l'heure. Mais je me faisais la réflexion il y a quelques jours, peut-être aussi qu'il y a quelque chose du... Quand on est passé de l'autre côté, aujourd'hui, quand on est enseignant-chercheur, psychologue, etc., peut-être que ça a quelque chose de flatteur et de rassurant de se dire qu'on a fait partie des 25 ou 30 qui ont été choisis. Bien sûr. Si demain on se met à ouvrir les portes, on sera plus les 25 ou 30 qui ont eu droit, le privilège d'avoir accès à ça. Et peut-être qu'il y a quelque chose qui résiste à cette ouverture, à cette sorte de démocratisation d'un certain nombre de pouvoirs et de savoirs qui auraient en jeu là. Voilà, c'était une hypothèse que je m'étais fait il n'y a pas longtemps. Par exemple, moi je suis en L3 et j'ai comme projet en fait de me diriger dans, pas courant, mais master clinique psychanalytique. Et par exemple, je trouve qu'il y a d'autres choses vraiment décourageantes. Par exemple, je parlais par exemple avec des profs, pas forcément dans la psychanalyse, etc., ou bien même des élèves où je leur disais, par exemple, si je ne suis pas acceptée dans cette voie, comment je vais faire, etc. Et eux, ils me répondaient, même des profs qui m'ont dit que de toute façon, la psychanalyse, ça ne servait à rien. En France, en tout cas, ils m'ont répondu que la psychanalyse, ça ne servait à rien, que ça guérissait plus personne, etc. Et je me dis, ça me décourage du sens que je ne comprends même pas en fait pourquoi certaines personnes ont un avis bien tranché comme ça sur la psychanalyse, alors que moi, ça m'intéresse. Alors, j'arrive même plus à me positionner, à savoir exactement... Le formatage du champ social. Moi, je pense qu'elle a une fonction idéologique dans notre société qui fait qu'il y a sans doute des places qui vont se faire, alors même que tous les postes ne sont pas pourvus dans les hôpitaux, dans les services, par exemple, simplement pour la clinique. Mais il faudrait qu'on raisonne aussi pour le latin, pour la philo, pour ces disciplines vers lesquelles il y a de moins en moins de candidats, apparemment. Enfin, en tout cas, au niveau du poste de prof. Il n'y a plus de latin et grec au collège et lycée. Il y a quelque chose qui se passe par les mutations du savoir, dont tous ces savoirs sont mis entre parenthèses. Et je crois que c'est une mutation du savoir qui concerne l'ensemble de la société qui est en jeu. C'est ça, contre ça, qu'il faudrait réussir à... Mais c'est ce qui est en train de se passer. C'est pour ça qu'on est aussi remonté, je pense. C'est qu'on a compris que c'était, comme tu le dis, c'est au niveau de la société. Mais quand même, je veux dire, on est formaté parce que je pense que si on faisait un sondage sur les enseignants de psycho, je pense, je ne sais rien, qu'une majorité s'occupe de recherche, s'occupe de ses affaires et suit la marche du temps. J'ai cette impression. Je pense que tu peux le dire comme ça. Même la quasi-totalité. Alors même qu'il y a des événements dans la vie, surtout quand on est resté longtemps à la fac, où tout d'un coup, c'est le fils d'un collègue ou sa fille qui devient candidate aux portes de l'université. Et là, tout d'un coup, il faut réinventer le système.